C'est quelque chose de significatif. Ça veut rien dire et beaucoup dire en même temps. Messieurs, avant de démarrer l'épisode, petite énigme. Quel est le point commun entre Gennaro Gattuso, Matt O'Reilly et Benjamin Pavard? Elle est facile celle-là. Les trois seront en vacances de mi-juin à mi-juillet. Eh ben, moi, j'allais te dire, les trois ont passé moins d'1 an sous contrat à l'Olympique de Marseille, mais je vois que t'as décidé d'être plus méchant que moi. Bonjour à tous, bienvenue dans le 29e épisode de Retour du Stade. On va arrêter de compter au bout d'un moment. Déjà. Ravi de vous retrouver, messieurs, en ce lendemain de dernier match de éliminatoire pour la Coupe du Monde. On connaît les calendriers. Et puis, c'est la fin de la trêve et donc le retour du Bourbier pour dans quelques jours. Et on va vous accompagner pour vous préparer tranquillement à aborder ce Monaco-Marseille. Messieurs, comment ça va? Ça va, ça va. Content d'être là. Pas content de parler de l'OM, mais content de partager un petit moment où on va pouvoir charcuter en paix et parler quand même de choses, je trouve relativement agréables. Ben, pas de débrief de contre-performance, donc ça va mieux que peut-être pas le dernier parce qu'on a fait un peu en retard, mais que l'avant-dernier, non, l'avant-dernier on gagné. En vrai, ça fait un long moment qu'on n'a pas de contre-perf, mais en tout cas, là, on n'en a pas, donc ça va. Le dernier, on a quand même rapidement parlé de Lille. Ouais, mais ouais, en vrai, on a quand même parlé un peu de Lille. Et Mais tu l'avais digéré peut-être déjà. ouais, ça y est, je crois que même c'est bon. On va le classement final, c'est tout, s'il vous plaît, vite. Mais Ce justement, match n'a pas existé, hein. c'est ce que j'allais répondre à Max. En vrai, moi ça va, c'est une des rares trêves que j'ai vraiment appréciées. Je me suis concentré sur les 2 matchs de préparation du Maroc qui étaient de très bonne qualité face à des adversaires très intéressants. J'ai pas beaucoup vu de matchs de préparation sur une trêve internationale avec autant d'intensité, donc ça c'était dans la case positive. Et en vrai, je me faisais la réflexion, mais je crois que si on me tend un papier là, on me dit: «La saison est finie, tu passes 3 ou 4 mois sans l'OM et t'inquiète, tu es en Ligue des champions l'année prochaine», mais alors je le signe d'une force. Oh oui. Non mais enfin, bien sûr qu'on veut tous être en Ligue des champions, mais juste, enfin, c'est quand même un moment important de nos semaines généralement depuis qu'on est petit et piqué par ce club, le match de l'OM, peu importe ce qu'il y a dans ta semaine, tu l'attends. Là, j'ai vraiment, je l'attends pas du tout le match de dimanche, j'essaie de ne pas y penser du tout et franchement, je suis prêt à vendre la fin de saison, pour qu'on laisse le classement en l'état. On est un peu C'est fou. anesthésiés et Ouais. je me souviens des premiers épisodes où on débriefait parfois 2 matchs et on faisait la preview du 3e, tout content, en train de se dire: «Waouh, il y a peut-être des trucs à jouer et puis mercredi, c'est quand même la Ligue des champions, on va se régaler». Pour ceux qui réécoutent les premiers et qui tombent sur celui-là, l'ambiance est quand même, l'ambiance a changé un peu et puis on se creuse un peu Ouais, plus la tête pour vous faire des conducteurs d'1 heure et demie aussi. effectivement. D'ailleurs, merci à vous, pour, toutes les écoutes, les retours, les retweets, tout ce qui va bien, les petites notes sur Apple Podcasts, sur Spotify, il y en a de plus en plus et c'est très cool. Ce qui nous permet de vous dire que le meilleur moyen de nous soutenir, eh bien, c'est de continuer de rebooster, chaque épisode, de l'écouter, de le liker et cetera. Vous connaissez un petit peu la formule et ça nous permet de répondre à l'ami Herman qui nous, a posé une question cet après-midi. Avez-vous pour projet à terme de passer sur un format vidéo et potentiellement live pour l'émission? Ou est-ce qu'on va conserver le format actuel, podcast audio, rediff, débrief, donc pas en live? Et je crois qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus pour dire que, à cette question, de la même manière que pour le sportif à l'Olympique de Marseille, je crois qu'on va tous se donner rendez-vous en juin pour y répondre. Et potentiellement même en juillet, je dirais, parce qu'en juin, on va juste déjà digérer le fait que ce soit fini, prendre un bon break et ensuite se poser en juillet en fonction de qui sera sur le banc de touche de l'OM, qui sera directeur sportif de l'OM, qui sera président de l'OM. Est-ce qu'il y aura toujours une appétence en nous,
pour, pousser plus loin, ce format de podcast et peut-être l'étendre à de la vidéo ou trouver un format différent. Mais dans tous les cas, j'ai aussi envie de dire que, ça dépend beaucoup, beaucoup de vous parce que pour le coup, nous, on a globalement pris beaucoup de plaisir cette saison à le faire. Bon, peut-être un peu moins ces derniers temps parce que l'actualité de l'OM le dicte, mais vos retours ont été, un carburant, incroyable et je parle, au nom de tout le monde ici, mais c'est aussi, à vous entre guillemets de continuer de nous écouter, de nous partager ce que vous aimeriez voir pour la saison prochaine et nous on se posera, sans doute, cet été pour voir, comment on continue, sous quelle forme et cetera. Et ça fait quelques semaines qu'on dit qu'on prend un peu moins de plaisir. J'espère que nos auditeurs ne feront pas de raccourci avec l'arrivée d'Alba dans l'équipe. Ça n'a aucun lien. Rassurez-vous. Ça n'a ça Vous n'a de pouvez rapport même. avec les performances de l'Olympique magnifique. Ici, nous La- sommes que factuels. J'ai connu très peu de grands moments de joie depuis que je suis arrivé. Non, Et mais je alors pense ne pas pour être le le coup, seul, mais je je pense prends sur moi. c'était un peu avant Alba que déjà on commençait à prendre un peu moins de plaisir par rapport à l'actualité de l'OM. Je pense que ça date Oui, depuis, non, Ouais, c'est mais tu comme vibrais le quand même avant président. que j'arrive. décembre. Et moi T'avais de l'espoir. j'allais ajouter Il y le avait de truc l'espoir. inverse. Ouais, enfin on savait très bien que ça allait être une saison, où seul le résultat primait et que t'as plus aucun projet, en place, ni rien à commenter de contextuel et que tu juste, Mmh. commenter de l'opérationnel. Mais j'allais dire, peut-être que si Alba n'était pas là, peut-être qu'on n'aurait pas eu la motivation de continuer Ah, parce que même si on prend pas de plaisir à parler de l'OM, on prend de plaisir de se retrouver à chaque fois et ça, c'est précieux. mmh. Ça aurait Ouais, peut-être Vu mais été. comme ouais, ça, ouais. vu comme ça, oui. Et le truc, c'est que vraiment, je me souviens, à l'époque, on avait au moins encore un coach, un président, un directeur sportif. On pouvait parler de est-ce que il faut les garder ou pas. Maintenant, bah, ils sont quasiment tous plus là, donc c'est aussi un peu plus compliqué. Mais voilà, merci Herman pour la question. Et puis si vous avez des réactions, des propositions, des choses à nous faire remonter, soit publiquement sous nos tweets, soit directement en DM, n'hésitez surtout pas. Messieurs, avant de passer sur le match de dimanche, le prime time du dimanche soir contre Monaco, on était un peu obligé de réagir à l'actu de ces derniers jours. Et même quand on a commencé la semaine dernière à vous partager l'idée qu'on allait faire quelque chose autour de l'ère Longoria, on n'avait pas toutes les infos qui sont tombées ces derniers jours, donc ça va nous permettre d'en faire un peu plus que ce qu'on imaginait. Moi, je voulais vous poser comme question pour ce débat autour de la présidence. Pablo Longoria est resté grossièrement 6 ans, si on récapitule à la tête, en tout cas de l'Olympique de Marseille. Il était là un petit peu avant dans d'autres fonctions. Qu'est-ce qu'on va garder au final de son ère et sur quoi peut s'appuyer le futur président par rapport au travail de Longoria? Alors ça peut être du sportif, même si on voit bien que c'est un chantier assez bordélique. Ça l'a été tout au long de ces 6 années et ça le sera encore cet été. Ça peut être au niveau de la place de l'OM dans le football français qui a aussi été réévalué légèrement à la baisse entre l'arrivée de Longoria et maintenant. Ça peut être d'un point de vue un peu plus européen, ça peut être par rapport aux instances, ça peut être sur plein d'éléments, ça peut être au niveau du centre de formation, bref. L'ère Longoria, en l'état, on peut la voir sous plein de différents items. Ouais, ben moi, si on parle du prochain président, c'est sûr qu'au niveau sportif, en l'état, c'est très compliqué de se dire, on va capitaliser sur quelque chose. Concrètement, hein, même si tu vas en Ligue des Champions, je pense que ça va être très compliqué de se dire, j'ai une référence sur quoi m'appuyer. Par contre, je pense que le futur président, il a quand même une base solide avec un club qui pèse déjà à l'échelle nationale auprès des instances. Je pense que l'OM aujourd'hui, c'est une voix qui porte, qui parle et qui a un poids. Bon, c'est bien sûr pas l'équivalent du Paris Saint-Germain parce que quand même, il reste un monde d'écart
entre les deux clubs. Mais ça reste un club qu'on considère qui fait de l'audience, qui fait venir du monde. Donc déjà, continuer à exister sur les chaînes nationales, dans les bureaux, je pense que déjà, ça serait une première bonne chose. Et en plus, au vu du portrait robot qu'on a fait du prochain président, ça me paraît être une priorité. Et après, quand même à l'échelle internationale, enfin, plus européen, on va dire, Longoria a quand même existé, a fait en sorte que l'OM existe par sa personne, en partie. Et le fait que Marseille, c'est quand même une place importante du foot européen en termes de popularité, de ferveur, etc. Et même au niveau financier, l'OM est quand même rentré, je pense, dans les top 20, top 30, top 25 européens. C'est des données à prendre en considération. Et je pense qu'il faut vraiment déjà, dans un premier temps, en tant que président de l'OM, parce que oui, le président, ça touche le sportif, etc. On a tous une idée de ce qu'on attend d'un président. Mais aujourd'hui, si on doit capitaliser sur quelque chose, je pense que c'est en partie sur ça. Et après, je pense que les autres en parleront, mais sur ce que Longoria a aussi créé en termes d'engouement autour de l'OM et de la ville et du club. Et le fait que sur Longoria, le stade était plein tout le temps, là, on commence à voir qu'il est un peu moins. Et comment on va faire pour relancer la machine? Parce que je pense que ça va devenir un enjeu, car c'était devenu l'habitude que l'OM fasse des guichets fermés. Et je pense que ça a été prévisualisé dans les budgets, dans les visions futures. Mais ça serait bien que ça le reste. Après, sur l'attractivité, en soi, c'est quelque chose qui était déjà existant avant Longoria, même dans les heures les plus sombres qu'on a connues, l'OM restera toujours, en tout cas a toujours été et à mon sens restera toujours un club qui fait parler, qui fait vendre et qui a une place importante, à l'échelle du football français. Donc j'ai pas envie de tirer sur Longoria particulièrement, mais au final, quand on doit répondre à ta question, Max, tu réalises juste froidement qu'au final, bah, la réponse, elle peut vite tourner à pas grand-chose de ce qui va rester de Longoria, puisque il y a aucune continuité qui va être assurée, ni par un directeur sportif qui, a priori, resterait en la personne de Mehdi Benatia, pas d'entraîneur qui resterait également, puisque de ce qu'on entend ou ce qu'on voit, en tout cas, Habib Beye n'a pas l'air prédestiné à poursuivre l'aventure. En tout cas, c'est mon avis. Alba parle du stade qui était à guichet fermé depuis quasiment 4 saisons et qui, ben, sonne creux depuis quelques matchs et il y a des promotions sur la billetterie de l'OM actuellement. Pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'y aller très souvent, profitez-en, hein. C'est toujours, un stade, sympa à voir. À la formation, on a eu la news récemment que, bah, les choses allaient sans doute bouger aussi, que la cellule de recrutement, le responsable, s'est en allé cette semaine, donc au final, j'ai l'impression qu'il va pas rester grand chose et qu'on va réellement partir d'une page blanche, à l'échelle club, cet été. À mettre au crédit de Longoria, c'est pas parce qu'il y a pas d'héritage qui sera laissé que ça doit nécessairement entacher son bilan. Ça empêchera pas de souligner qu'il a quand même fait des bonnes choses et la façon dont il a essayé de travailler pour, créer un peu plus de tissu avec l'environnement local et on a qu'à voir aussi les réactions. Alba, on en avait déjà parlé, mais les réactions de tout le tissu local à son départ et qui lui rendait hommage, ça en dit beaucoup sur ce qu'il a essayé de mettre en place et ça mettra son crédit. Après, qu'est-ce qui va en rester? Malheureusement, encore une fois, je reviens à ma réponse courte, c'est je pense rien du tout. Bon. Moi, je rejoins Younes. Malheureusement, je crois qu'il va rien rester de l'ère Longoria. Parce que déjà, quand il était déjà présent, il y avait déjà de ces hommes à lui qui avaient été invités à quitter le club, qu'il avait quitté, notamment la formation avec l'Espagnol Marco Otero. La direction sportive, je pense que sur les 18 derniers mois, le fait de dire qu'il en était un peu reculé et un peu écarté, c'est pas de l'exagération. Il paraissait clairement en retrait malgré un discours de façade, d'unité. Et quand tu vois comment ça finit, soit c'est le genre de gens avec qui il faut pas être uni, soit c'était que du beau discours. Donc ouais, tu as peu de choses sur lesquelles t'appuyer. Le fait de remplir le stade, je me demande s'il a pas bénéficié du Covid, où tout le monde a eu envie de retourner au stade et donc du coup ça a créé une effervescence. Et vu que son OM était quand même en réussite sur les 2-3 premières saisons,
les 2 premières surtout, de son mandat. Il a réussi à l'entretenir. Mais ouais, là, c'est dur de se dire qu'il va rester quelque chose parce que le centre de formation, déjà, celui qu'il a mis en place était parti et ceux qui sont en place là, peut-être Titou va être amené à rester, mais celui qui s'occupe de la réserve va sûrement partir avec son directeur sportif. Chez les pros, tout est à refaire. Ouais, il reste pas grand-chose. Il reste du coup, moi, mon bilan sur lui, enfin sur, son héritage, c'est vraiment beaucoup de frustration et tout ce qu'on dit là, ça m'amène à fait de me dire, pourquoi, pourquoi en arriver là, tu vois? Parce que tu te dis: «On va ramener un mec qui va se retaper les mêmes murs, qui va se retaper les mêmes, qui va faire face au même apprentissage», alors que c'était peut-être gagner du temps de se baser sur celui qui avait passé du temps ici et qui, au global, à mes yeux, avait quand même avait le crédit pour rester, je pense. Bah, surtout, c'est aussi peut-être pour ça qu'il restera rien, c'est que il y a aucune forme de transition qui s'est opérée. Son départ, il a été très abrupt. Il est parti quasiment du jour au lendemain. En tout cas, la décision a été prise du jour au lendemain et ça a mis un peu de temps à ce qu'elle s'exécute, en l'occurrence, 3-4 semaines. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'il restera rien. C'est que si, ça avait été peut-être dans un cadre un peu plus naturel, avec une envie de sa part de partir parce qu'une opportunité se présente ou parce qu'il y a une forme de lassitude qui s'opère, peut-être qu'une transition aurait pu être mise en place et effectivement, travailler, de pair avec son successeur, qu'il aurait choisi ou pas d'ailleurs, mais, avec qui il aurait pu travailler de concert pour essayer d'avoir une continuité. Là, il est parti quasiment du jour au lendemain, avec des mots, très courts de la part de l'actionnaire et de sa part aussi, à part des merci, on n'a pas eu grand chose. Donc peut-être que c'est pour ça aussi qu'il restera rien de Longoria malheureusement et juste, je voulais rebondir sur ce que tu disais au petit. Peut-être qu'il a effectivement capitalisé sur le retour Covid parce que forcément les gens avaient une grande appétence à revenir au stade après cette longue période. Mais globalement, il a réussi à le maintenir parce que ça Oh a non, duré quand je même suis totalement 4-5 d'accord. saisons. Tu vois, même sur une saison où toi, personnellement, tu as peut-être pris moins de plaisir, à savoir l'année dernière avec De Zerbi, ça reste quand même une année civile que tu fais, avec une seule défaite au Vélodrome, avec, pléthore de buts marqués, à domicile. Alors oui, il y en a qui ont pas aimé le jeu de De Zerbi, oui, il y en a qui ont trouvé ça ennuyant, mais globalement au stade et c'était mon impression, à chaque match, parce que j'en ai fait beaucoup des matchs au stade l'année dernière, les gens étaient quand même contents de venir et globalement, j'ai l'impression que les gens ont eu globalement pour leur argent, tu vois? Si tu ferais un peu le bilan, je l'avais déjà fait rapidement, mais bon, c'est une année civile où tu bats, tous les gros de Ligue 1, où tu marques autant de buts, même s'il y a des moments de déception, ça me semble compliqué de dire par rapport à ce qu'on a vécu et notamment, je crois que c'est quand? C'est la saison d'avant ou la saison de Tudor où on avait plus de mal à domicile? Je crois que c'est celle juste avant pour le coup, où on avait, vraiment Sampa et Tudor, globalement les 2, le bilan à peigné l'extérieur est mieux. peigné à domicile, ouais, bilan extérieur meilleur à domicile. Ça me semble délicat de dire que c'était pas une très, très bonne saison pour le coup. Non, non, Est-ce que vous l'avez trouvé? moi, je veux Ah dire que pardon. c'était une bonne saison. Pardon. Non, non, c'était vraiment pas sur, je parle juste le point d'envolée, je pense qu'il y a un peu de celui-là. Après ouais, les saisons, elles ont été bonnes et le pire, c'est que je crois que dis-toi que la meilleure saison à domicile, est-ce que vous savez laquelle est la meilleure saison à domicile du bilan de l'ère De Longoria? Longoria? Bah, je suis à 2 doigts de te dire que c'est celle actuelle, si on réduit le nombre de matchs, non? Eh ben, à vérifier, mais je crois que c'est la saison, aux 5 coachs. Parce que tu perds que contre Paris et d'ailleurs l'objectif en fin de saison quand ça pète un peu, notre ami, du virage sud, dit, il leur reste qu'un seul objectif, c'est de pas perdre Paris et de finir l'année invincible et je sais que jusqu'au Classico Vélodrome, tu étais invincible et à vérifier, mais je crois qu'en bilan comptable, c'est la meilleure saison, à domicile de l'ère Longoria. Ce qui serait dingue. C'est l'OM, Ouais. c'est l'OM. Est-ce que vous l'avez trouvé à la hauteur, pour, entre guillemets, «défendre la sacro-sainte institution»? Et je m'explique parce que ces dernières années, il y a quand même eu plusieurs, pas forcément des crises, mais il y a quand même eu 2-3 trucs autour de l'OM qui, ont eu un écho national. Je pense, eh bien, à ce qui était arrivé, si je dis pas de bêtises, à Payet, 2 fois. À Lyon et à Nice, c'était déjà lui le président. On peut parler de l'affaire, Benatia, Lettang,
qui était pas non plus excellente. On peut parler forcément, on est obligé d'en parler de son dérapage à Auxerre, où la forme a exclu tout débat sur le fond, mais on voit que dans d'autres mots, il y a quand même beaucoup de présidents ou de directeurs sportifs qui vont sur ce terrain-là ou qui l'ont été à un moment donné. Il est toujours grossièrement venu s'expliquer au micro. Alors après, on n'aime pas l'exercice, mais après l'affaire Marcelino, qui était pas à son avantage déjà, ou à chaque fois en fin de saison, ou même quand le club en avait besoin, je l'ai toujours plus ou moins trouvé présent pour faire des conférences de presse un peu institutionnelles où on parlait pas forcément de sportifs, mais on parlait justement de l'actualité, de formation, de ce qu'est l'OM, de débats sur le foot français. On le sait actif. Enfin, on sait qu'il a été actif sur l'histoire des droits télé pour essayer de trouver la meilleure sortie commune, et qu'il était aussi dans des instances européennes pour essayer de représenter au mieux l'OM. J'ai envie de vous dire, contrairement à son prédécesseur, qui lui avait quand même tout du zozo un peu en termes institutionnels, avec le but qui valait double ou qui valait triple au-delà des 30 mètres. Bon, il y a eu 2-3 trucs fantasques quand même. Mais alors même si tout n'est pas acheté, c'était ma prochaine question, le parallèle Jacques-Henri et Longoria. Mais si on reste sur Longoria pour le moment, est-ce que vous trouvez que l'institution, à l'extérieur, sort grandi de son mandat? Parce que j'ai l'impression qu'à l'intérieur, en interne, pas vraiment, mais peut-être que à l'extérieur, il n'a pas fait que des mauvaises choses. Enfin, moi, si je devais faire un bilan, je trouve qu'il a quand même été plutôt compétent et plus intéressant et intelligent que pas mal de nos dirigeants français finalement. Ben, moi, je trouve que il a été de nombreuses fois très courageux sur ses prises de parole, que ce soit face à la presse, que ce soit sur les droits télé. Moi, j'ai trouvé bon. Vraiment, il a toujours essayé de tirer dans le sens commun du football français, chose qui n'a pas toujours été, qui a rarement été le cas chez tout le monde. Et que je trouve sur ce qui sortait relativement, il a beaucoup fait allusion à une volonté de faire l'union sacrée pour que le football s'en sorte grandi et que tout le monde y trouve son compte. Et je trouve ça, pour le coup, ça a été tout à son honneur parce que, comme tu as fait le parallèle avec Jacques-Henri Hérault, mais je trouve qu'on a rapidement oublié le fait que être président, c'était pas censé être sa fonction, qu'il a grandi en étant président à l'OM, qu'il a jamais été vraiment préparé à être président. Et malgré tout, je trouve qu'il a été bon. Après, tu vois que il a clairement manqué d'accompagnement à certains moments pendant son mandat. On parle d'Auxerre, mais le fait qu'il y ait pas, on va dire, je vais pas dire un garde-fou, mais presque dans le club pour dire à un moment donné, stop. Là, on est en train de partir dans tous les sens, et que lui, il a été une des premières victimes de tout ça. Je pense qu'il lui a manqué un garde-fou, mais dans l'ensemble, je l'ai trouvé hyper courageux sur plein de prises de position, sur la vision globale qu'il avait. Après, voilà, tu parles de l'extérieur. Moi, si j'avais un point sur lequel je trouve que j'aime pas personnellement en tant que supporter de club, j'ai du mal avec le président très extraverti, par exemple en tribune. Ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Pour moi, t'es président, t'as une posture à avoir, et lui, je l'ai vu trop souvent énervé, trop souvent contrarié, trop souvent à la limite. Ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai eu du mal. Je dis pas qu'un président doit se la fermer en tribune, il doit être très sage. Mais je trouve pour quelqu'un qui a grandi, on va dire, dans certaines institutions, c'est un enfant de la Juve, hein, c'est un enfant de la Juve, il est espagnol, donc je pense que il a toujours vu comment Pérez se comporte en tribune. Moi, j'ai toujours eu un peu de mal avec son côté très volubile, très extraverti. C'est un point, on va dire, noir que je mettrais sur ma vision de ce qu'il a pu faire et ce qu'il peut dégager à l'extérieur. Après, je pense que c'est aussi le défaut de ses qualités, hein. Moi, Aussi, ouais. mon avis, il s'emboîte parfaitement dans le tien, Alba. Je pense qu'avant tout, c'est un passionné de foot et quelqu'un qui connaît parfaitement le football.
Et quand Mmh. je parle de football, je l'entends, dans sa science la plus large, c'est-à-dire, de ce qui se passe au bord du terrain, aux instances, au réseau de joueurs et cetera, parce qu'il vient de là à la base. Et en vrai, je suis pas loin de penser qu'avec un autre type de propriétaire, peut-être que ça aurait pu marcher. Parce que quand tu parles de garde-fou, Alba, là, en l'occurrence, il s'est retrouvé propulsé à la présidence du club alors que, bah, il était pas forcément destiné à ça à aussi court terme. Et le fait d'avoir un propriétaire comme McCourt, qui est quelqu'un d'assez détaché, qui a une méthode de fonctionnement à l'américaine où en gros, il met ses billes, tu dois lui rendre des comptes, à des périodes, bien précises et globalement, tu as quand même beaucoup de marge de manœuvre. Je suis pas sûr que ça l'ait beaucoup aidé. Je pense que s'il avait eu un propriétaire, par exemple, un peu plus proche du club et qui, lui, aurait été capable d'être un peu ce garde-fou, de tempérer un petit peu quand, Longoria, s'emportait un petit peu trop, ça aurait peut-être pu marcher un petit peu mieux. Mais globalement, ben, ça fait partie du personnage, c comme je disais tout à l'heure, c'est le défaut de ses qualités, ce qu'on a vu de lui. Et moi j'aimais bien l'idée de le voir grandir dans ce poste-là parce que même si on prend le Longoria du début de son mandat de président et le Longoria de la fin, tu vois qu'il a fait des erreurs et dont il a appris, il a tiré les leçons. Donc globalement, moi j'ai quand même apprécié son passage et je regrette que ça se soit fini comme ça parce que pour le coup, je pense qu'il a les qualités pour devenir un grand président. Je pense qu'en fait, la base, il l'a pour le coup, et il lui manque juste peut-être un peu plus pas de roublardise, mais de Peut-être plus capacité, d'expérience, ouais. ouais, d'expérience simplement, et de capacité à naviguer politiquement, même si c'est un très bon politique, Mmh. en coulisses. Je pense que publiquement, il a pas encore cette stature, il avait pas encore cette stature-là pour être un bon communicant, au sens politique du terme sur la scène nationale et devant une grande assemblée. Et je pense que ça, pour le coup, l'épisode d'Auxerre, on l'a bien vu, ça l'a beaucoup affecté. Je pense que ça a été une de ses grandes leçons et c'est un truc qu'il n'aurait a priori pas reproduit. Même la gestion des émotions pendant les matchs, à la limite qu'il célèbre sur des matchs forts, ça me dérange. Oui. Moi aussi, j'ai plein Mmh. d'images d'Aulas, à l'époque OL où tu le voyais, très exubérant en tribune. Lui, sur un OM, Angers ou sur un OM Toulouse, Ouais, tu le ouais, vois, ouais. sollicité comme un entraîneur de U13 en tournoi qui veut impérativement que ses petits gagnent. Donc Moi, franchement, sur ça, le constat que je me suis fait depuis longtemps et que j'aimais bien à l'arrivée de Longoria, à l'arrivée de Benatia, pardon, c'est que justement, ne plus le voir dans les réactions à chaud, c'était un point qui m'intéressait parce que je le trouvais tellement, à chaud, il a aucun charisme, il a aucune présence, il prend, je sais pas comment expliquer, mais à chaud, il est vraiment, il frôlait tout le temps le ridicule. Dans les moments de joie, à la limite, la liesse qu'il pouvait exprimer, c'était intéressant. Mais comme l'a dit Alba, dès qu'il fallait prendre la parole à chaud ou ce genre de choses-là, c'était, c'était pas facile. Alors que, à l'inverse, les conférences de presse d'une heure et demie, sans limite de temps, sans limite de sujet qu'évoquait Max, il était plutôt bon dans l'exercice à froid, Ouais. réfléchi, ou avec du recul, de la hauteur, ça allait. Mais à chaud, et on l'a vu avec Auxerre en point culminant, tu as l'impression il jouait tout le temps contre lui-même, il marquait tout le temps contre son camp. Je me rappelle contre Lyon, la Payet, il me semble qu'on l'avait pas vu. De mémoire, il y a encore Cardoz au club, c'est pas lui qui va à la Ligue tout transpirant là, comme s'il venait de faire un footing. C'est pas cet épisode-là, l'image de Cardoz devant le siège de la LFP à Je sais Paris là? plus, je sais plus. c'est possible. Il me semble que c'est ça. Et bon, Cardoz a été exécrable, mais j'étais content de pas voir Longoria dans ce schéma-là. Et comme l'a dit Younes, c'est mal entouré, peut-être trop de prérogatives, pas se concentrer sur là où il était très bon, et avoir trop de choses à gérer, c'est, faut avoir été en interne pour le savoir, mais t'as l'impression qui est un peu comme un poulpe, il avait les bras un peu partout, mais que Ben, il bon, gérait beaucoup trop de choses, hein. Bah, après, c'est sorti plusieurs fois où on me disait, ben, il est fatigué de devoir gérer ça, 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 parce qu'il était au four et au moulin. Et c'est pour ça d'ailleurs que Benatia, ça a été une bouffée d'air frais pour lui, parce qu'il s'est senti déresponsabilisé de l'aspect sportif, et chose sur lesquelles il était H24.
Et il s'est dit, bah, en vrai, je respire un peu, mais ça a toujours été ça, au final, son mandat de président. Les Ouais, clubs c'est étaient tellement pas structurés. une bouffée d'air frais qui a fini par l'asphyxier Oui, voilà. paradoxalement, mais Et le tuer. Av- Avec du recul, franchement, il Bah, doit, je pense il doit se il dire, doit mais regretter un peu. il doit s'en mordre les doigts, tu vois. Et le pire, c'est que à la limite, s'il avait accouché de son successeur, tu peux te dire, ok, Oui, c'est ça. comme tu sais, je sais pas, vous l'avez sûrement déjà vu la vidéo d'Hérault dans les rues de Paris ou de Marseille. Il dit, oh, merci de plus être là et heureusement qu'il y a Pablo. Et Jacques-Henri, il lui dit, mais qui l'a ramené? Là, Bah Pablo, oui. il a même pas ce truc-là de dire, ouais, si ça continue sous Benatia, qui a une certaine, une certaine, je cherche mon mot. continuité. Une certaine, ouais, je cherchais un mot qui commence par L, mais j'ai pas trouvé continuité, ça fera l'affaire. Il pourrait s'en vanter ou de dire au moins voilà, j'ai ramené ce mec-là, ça a continué sans moi. Là, comme on l'a dit, c'est Mais, un nouveau club. mais le pire, mais le pire, c'est qu'on dit quelle trace il laisse et qu'on est tous unanimes pour dire rien. Mais je suis persuadé que le président, si lui le choisit, ben, il serait bon. Parce qu'il se dirait, ben, je vais pas prendre quelqu'un qui a fait toutes les erreurs que j'ai pu faire, qui va être globalement apprécié par les supporters parce qu'il y aura une vraie plus-value. C'est que Ouais. lui, il a tellement fait d'erreurs dans son passage que tu peux être sûr qu'il va pas prendre, sauf s'il prend un ami à lui. Mais il va pas prendre un mec qui va se faire bouffer par l'environnement. Il sait très bien. Et je pense que juste le fait de pouvoir choisir son successeur, c'est au moins la moindre des choses qu'il l'aurait mérité. Parce que il a quand même tenté un tas de choses et qu'il est relativement, même s'il y a eu des banderoles, il est relativement apprécié et que les banderoles, elles sortent. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain maire qui dit et qui existe ou pas, ben nous, on en a déjà parlé, mais oui, il a fait de l'argent dans le dos du club, etc., etc. J'ai envie de dire, qui n'a pas fait d'argent dans le dos du club, qui a été dirigeant de l'OM, même entraîneur. Et il aurait eu au moins le mérite de choisir son successeur. J'ai envie de dire, il part clean, tu vois. Même si il se prend la tête avec tout le monde, mais au moins il part clean. Même ça, il n'a même pas eu cette chance. Et Et c'est ça, pour le triste, c'est coup, en vraiment plus, triste pour lui. ça aurait été dans notre intérêt à nous, hein, qu'il nomme son Bah successeur. oui, Personnellement, ah, bien sûr. on va en parler après, sans doute, mais personnellement, j'aurais été plus serein si j'avais en tête que c'est Longoria qui s'occupe de choisir son propre successeur, parce que pour le coup, je pense qu'il a cette sensibilité-là et cette connaissance-là pour prendre une décision. On en parlera tout à l'heure encore une fois quand on évoquera les noms qui sont sortis, mais j'ai peur. Ouais. Et est-ce que vous trouvez qu'il est, enfin, est-ce que je vais formuler ma question autrement. Est-ce que le club est dans une meilleure situation que lorsqu'il arrive juste après la révolution des cyprès? Et j'ai presque envie de vous dire non. Parce que économiquement ça va mieux. Je pense que l'OM est plus installé dans le foot français en tant que numéro 2 qu'à l'époque. Pas de problème là-dessus. Je pense même qu'il y a un gap techniquement, hein, entre Monaco, Lyon, Lille, Rennes et compagnie et l'OM qui n'existait pas à moindre mesure quand Jacques-Henri Hérault est démis de ses fonctions il y a quelques années maintenant. Et à la fois, cette page blanche pour l'an prochain m'inquiète beaucoup parce que bah, j'ai l'impression que le club est un peu vidé de son âme. Alors ça revient vite, hein. On sait très bien qu'à l'OM plus qu'ailleurs, ça peut aller très vite dans le bon sens comme dans le mauvais. Mais je me posais vraiment cette question en préparant l'émission et ça m'intrigue de voir votre avis parce que je pense que l'OM est paradoxalement dans une meilleure situation financière, mais dans une moins bonne posture pour rebondir rapidement. Comme lui avait pu, malgré tout, faire rebondir le club assez rapidement quand il prend la présidence. Je pense que je comprends ton point, mais c'est vraiment l'inconnu qui fait voir le verre vraiment à moitié vide Mmh. comme ça. Parce que si tu le En fait, vois, j'ai très peur de ce qui va arriver. Alors qu'avec Longoria, bah, on le connaissait pas tant que ça à l'époque. On le ouais, connaissait dans d'autres fonctions. Mais tu sentais quand même que c'était un homme de réseau, un homme qui connaissait un petit peu le ballon, qui avait peut-être pas les épaules pour être président, ou en tout cas qui se destinait pas à ce poste-là. Ça, je pense que c'est une certitude.
Mais d'avoir quelqu'un qui a ses connaissances et ce réseau à la tête du club, ça avait quand même un côté rassurant. Il restait malgré tout des joueurs un peu historiques. Il y avait une petite âme quand même qui se dégageait de l'équipe. Alors il a fallu changer de coach, il y a eu plein d'épisodes derrière. Mais Hérault cristallisait quand même pas mal de problématiques à l'époque et son départ en résolvait certains. Là, je suis pas sûr que le départ de Longoria règle les problèmes que l'Olympique de Marseille a, et je pense même qu'il en a créé. Et c'est pour Et- ça que ça m'inquiète. Ouais, il risque d'en créer. Franchement, Ou risque d'en créer, en tout cas, oui, effectivement. ça On va fait mettre peur, le tu vois. conditionnel. Peut-être qu'on va avoir un génie après, on en parlera dans 10 minutes, mais On l'espère. Mais tu vois, factuellement, quand il arrive, bon, il arrive d'abord en tant que DS, mais on va dire, on va prendre le point de départ quand il récupère la présidence. Sur les 5 dernières saisons, je pense qu'on fait pas une campagne de Ligue, à part si je suis fou, il n'y a pas non. une seule campagne de Ligue des Champions. Il n'y a pas un seul podium. Alors que là, si on va compter cette saison-là comme sa dernière, si cette année on finit allez, même top 4, sous sa présidence, tu auras connu que des top 4, hormis la saison qu'on a décidé que des gens ont décidé d'annuler à la Mais 5e journée, où tu fais demi-finale d'une Coupe d'Europe. où tu fais demi-finale de Coupe d'Europe, sans savoir comment, pour citer l'actuel directeur sportif de l'Olympique de Marseille, parce on faisait pas 4 passes. Aujourd'hui, bon, peut-être je sais pas, peut-être qu'ils Mais pensent, l'équipe actuelle ressemble plus à l'Olympique de Marseille. C'est ouais, c'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont ces mots. c'est moi, ouais, ouais. Ouais, Ouais. en vrai, c'est une bonne question, et j'ai l'impression que, et c'est peut-être déjà un élément de réponse, mais que la réponse à ta question, Max, elle dépend grandement de s'il y a qualif direct en Ligue des Champions ou pas cet été. Parce que si c'est le cas, oui, tu confirmes effectivement que tu es le 2e plus grand club français, qu'avec cette 2e qualification de suite et ce 2e pactole que tu vas amasser, via l'UEFA et sa Champions League, vont te mettre sur de très bons rails. Mais est-ce que c'est normal qu'après 4 ans ou 5 ans de présidence, tu te retrouves dans une situation où, encore une fois, tu es tributaire de 8 matchs, 4 matchs ou 2 matchs, si tout se joue en fin de saison? Bah, non, Et je sais si pas. on prend un peu de hauteur, est-ce que c'est normal qu'après, alors on va pas commencer à compter en milliards, mais je pense qu'on va commencer à s'en rapprocher d'investissement de Frank McCourt, on en soit à ce point où tout est sur un fil et où tu n'as pas vécu ton vrai grand moment qui te permet derrière de lâcher un peu. T'as pas eu tant de qualifs en Ligue des Champions que ça. T'as eu une finale de Ligue Europa, une demi-finale de C4. Beaucoup d'espoir, beaucoup d'argent investi ou gaspillé, selon. Et tu te retrouves, moi, à la place de Franck McCourt. Il y a un monde où, quand même, t'arrives cet été, tu te dis, putain, combien de feuilles blanches il va falloir on va repartir combien de fois de zéro pour essayer et quel avenir à moyen terme aussi pour le club. Même si, effectivement, ça dépend aussi de la Ligue des Champions. Je pense que si t'es 4, t'es très content. Ah, Si t'es 3, t'es très content. 4, tu te dis c'est un moindre mal. après, sur Franck McCourt, j'entends souvent le discours et a raison, et j'étais plutôt d'accord avec ça. C'est il met l'argent, qu'est-ce qu'on a à lui reprocher? Mais en vrai de vrai, ces Le derniers truc. temps, j'ai un peu évolué. J'en ai rien à faire qu'il perde de l'argent. Parce que c'est bien beau de dire ouais, il met l'argent, mais s'il était un peu plus investi, s'il avait une garde rapprochée plus proche de la direction du club, peut-être qu'on n'aurait pas eu tant l'impression que Longoria gérait tout, tu vois. Parce que c'était de sa responsabilité d'accompagner son club tu vois, à part, j'ai pas souvenir d'une personne proche de McCourt qui a été au club, si ce n'est au conseil de surveillance, tu vois. Tout ce qui est promotion, billetterie, promotion, marketing, tout ça. Là, je sais pas, là, à l'heure actuelle, c'est le mec, l'ancien de la Juve, là, Antonello, De l'Inter. de l'Inter, pardon, de l'Inter. Je sais pas, McCourt a fait assez de business pour peut-être pas avoir une connaissance du football français, peut-être qu'il aurait fallu avoir du football ou même football européen.
Après, qui sur ça, c'est pas visible, mais il y a des gens qui bossent pour le cabinet de Franck McCourt qui sont très proches du club et qui sont quasiment au quotidien en contact avec Pablo et Mehdi. ouais, ben il bosse pas assez. Tu vois, genre ça revient Ah, en et fait. du coup, je vais dire d'où je tiens cette information-là, qui est purement basée sur une anecdote personnelle, mais j'étais dans l'hôtel des joueurs de l'OM avant le match contre l'USG et j'étais au bar de l'hôtel juste avant en fin de journée, avant le match, et je parlais avec une dame que je connaissais pas du tout et qui s'avérait au fil de la discussion être une personne qui travaillait pour Franck McCourt et qui devait voir justement Pablo Longoria et Mehdi Benatia pour un brief de je ne sais trop quoi. Je me suis pas revendiqué supporter de l'OM, je suis resté assez neutre, mais du coup j'ai compris qu'il y avait quand même un contrôle assez important de la société de Franck McCourt et au sein du club, et que c'était pas un élément très visible pour nous supporters. J'entends, Oui, mais mais après je laisse Alba juste à quelle hauteur? à quelle hauteur et surtout à quel moment ça intervient? Parce qu'au final, c'est l'USG, c'est quoi? C'est fin décembre. C'est Ouais, deux bien mois, sûr. C'est déjà un peu la crise, ouais. c'est 2 mois avant que tout pète. Et peut-être qu'ils savaient que tout allait péter et qu'ils commençaient à regarder avant que tout pète pour savoir qu'est-ce qu'ils Ouais, font. effectivement, il y a la question de depuis quand c'est le cas, parce qu'encore une fois, c'est basé que sur ce que j'ai vu de manière épisodique sur ce cas-là, mais je pense pas qu'en décembre, avant de jouer l'USG, tu es dans une position où tout pète, parce que même si tu perds contre l'USG, rappelez-vous, on avait quand même 2 matchs avec de l'espoir de battre Liverpool ou d'accrocher Liverpool et d'aller se qualifier à Bruges. On était quand Il y même avait un point, hein. dans une posture relativement sympa, rétrospectivement, si on se plonge à début décembre. Non, je parle pas sur bon, moi j'avais décroché, mais au-delà du sportif, en interne, on avait déjà eu les échos que ça frictionnait. Et donc tu peux te dire qu'à ce moment-là, Macourt envoie ses têtes pour dire C'est possible, c'est possible. va regarder qui on va garder et dans le divorce qui on garde et qui on demande à qui on demande de nous laisser tranquille. De quitter le domicile. Mais tu vois, moi je rejoins Opti. En vrai, McCourt, il met de l'argent. Il a mis beaucoup d'argent. Bon, maintenant, on ne parle plus au passé parce que ce qu'il a mis, il va finir par le retrouver à un moment donné. Il met de l'argent. Si il attend que retour sur investissement, eh ben toi, investis-toi d'une manière ou d'une autre. Et que maintenant, j'ai envie de te dire, en tant que supporter, c'est pas mon dos de savoir oui, il a mis tant, donc c'est la galère. Oui, après on peut parler du fait que le club ne soit pas suffisamment autosuffisant. Moi, je trouve avec les investissements qui ont été faits, c'est un peu, je trouve assez choquant qu'ils se retrouvent décembre à leur dire ouais, mais bon, ça serait bien de vendre tant pour faire rentrer tant parce que c'est la merde. Je trouve ça c'est assez hallucinant. Mais oui, je pense il a mis le nez trop tard et que lui, au vu de sa posture de proprio, il a encore, je trouve, il a vraiment une posture qui est sensiblement très proche de ce qui se faisait à l'ancienne, hein, de mec qui met de l'argent, enfin à l'ancienne, des années, je sais pas, 2000, c'est très américain, mais à la Roma c'était comme ça. En gros, je mets l'argent et je regarde ça de loin. Mais vaut mieux mettre l'argent et avoir quelqu'un qui te check que tout va dans le bon sens, plutôt que de te faire un rendez-vous tous les 6 mois et on se dit bon, on est où dans les objectifs? Parce que enfin, Longoria et Benatia arrivent préparés dans leur rendez-vous avec Macourt. En fait, ils leur vendent ce qu'ils veulent. Et je sais pas, c'est ce qui s'est passé trop de fois, où ils les ont vendus que oui, ça va bien se passer, on va y arriver parce que si, parce que ça, parce qu'on va signer ci, on va signer ça. Mais à un moment donné, il aurait été plus simple de mettre quelqu'un qui accompagne le quotidien, mais vraiment quelqu'un. Après, là, on dit ça, mais il faut aussi se rappeler que quand on saluait le fait que McCourt mette de l'argent, etc., c'est aussi parce que ben forcément on se compare un peu à l'écosystème dans lequel on évolue, et en France on a vu beaucoup de d'actionnaires soit qui ne mettent pas assez d'argent par rapport à leur fortune personnelle, soit qui justement sont beaucoup trop investis et ben vu qu'ils n'ont pas de connaissance foot, ça cache le club, soit qui justement se servent du club pour différentes magouilles personnelles, comme ça a été le cas notamment à Lyon avec Textor. Donc globalement, c'est toujours un sujet délicat. Les propriétaires, qu'est-ce que tu attends d'eux finalement? C'est beaucoup demandé de dire il faut un propriétaire qui à la fois demande de l'argent, met de l'argent, pardon, à la fois est capable de suivre ça avec un œil avisé sur ce qui se passe sportivement, et la direction prise par le club sur ce point-là,
ça fait quand même beaucoup d'éléments et dans une économie qui, a priori, ne rapporte pas grand-chose, si tu restes sur le carcan légal, c'est un peu un oiseau rare et nous, on est de la même génération, on a grandi avec ces présidents qui, avec ces actionnaires, pardon, et propriétaires de clubs qui souvent étaient un petit peu, la fortune locale qui investissait dans le club pour son amour et pour son plaisir, du club. Eux, forcément, géraient le club parce parce que c'était leur propre bille qui était dans le club et étaient beaucoup plus concernés et avaient un amour réel, et sincère pour le club qui perdure après le fait, qu'ils partent. Ça existe plus trop ça, en vrai. Non, ça existe plus trop. Après, je pense quand même qu'il y a un juste milieu entre, être un Berlusconi ou un Massimo Moratti et être un proprio qui va investir, qui va mettre des billes. Tu arrives et Ouais, tu mets, au ça c'est sûr. je Mais pense c'est il y a un milieu qui existe et qui je trouve qu'il a pas du tout exploité, qu'il est resté sur, le décisionnaire très lointain qui met, ouais, de bien sûr. l'argent et qui a totale confiance en Longoria, chose qui se respecte, hein, parce que Longoria, ça reste quand Mmh. même quelqu'un de qualité. Mais à un moment donné, tu peux pas avoir un club où tu as 3 têtes pour gérer un club qui génère je sais pas combien de millions. Ah, bien sûr, bien sûr. Après, ce que je disais, c'est juste que c'est un oiseau rare un peu d'avoir le Oui, profil qui, à la fois, met de l'argent, à la fois, a les compétences pour, complètement. piloter ça de manière habile. Bien sûr que tu as raison, hein, on en rêve, mais malheureusement, il n'y en a plus beaucoup dans l'écosystème. Maintenant qu'on s'est dit tout ça, ça fait une bonne demi-heure qu'on a parlé de Longoria, on a un petit peu parlé d'Hérault aussi. On est obligé de s'intéresser à ceux ou celle, enfin celui ou celle qui sera le prochain président de l'Olympique de Marseille. Je vais vous donner les noms et puis un rapide pédigré des noms, enfin des personnes qui sont sorties du chapeau, en sachant que, bah, je pense qu'il faut le rappeler aussi pour les auditeurs, quand un nom fuite, c'est jamais anodin. Est-ce que c'est la propre personne qui fait fuiter son nom? Est-ce que, comme c'est le cas depuis quelques jours avec les 3 noms qu'on va évoquer, est-ce qu'il y a une sorte de campagne médiatique? Est-ce que les personnes sont réellement dans la shortlist ou non? Ça, c'est des choses qu'on peut débattre dans la foulée, mais ça a commencé il y a quelques semaines avec Pauline Gamère. Pauline Gamère, née à Marseille, marseillaise, qui connaît le club et qui aime le club, connue notamment pour être la directrice générale du Red Star depuis de très longues années et avoir bah, une plutôt bonne réputation dans l'écosystème foot et dans les instances du foot français, qu'elle connaît plutôt bien. On a entendu ces derniers jours bah, complètement autre profil, Mohamed Bouafsi, qu'on connaît tous plus ou moins parce qu'il nous a tous un jour répondu sur Twitter et parce qu'il était sur RMC pendant très longtemps. Aujourd'hui, plus du tout dans le côté journaliste sportif, mais dans le côté plutôt homme de télévision, journaliste voire animateur sur France Télé et producteur avec sa société. Et dernièrement, alors ça, cité par RMC et sorti par RMC, c'est peut-être important aussi de le préciser il y a quelques jours. Et ces dernières heures, 2 noms se sont rajoutés à celui de Mohamed Bouafsi. On reviendra peut-être pas vraiment sur celui de Pauline Gamère, même si moi ça m'interroge parce que je trouve que des 4 c'est le profil le plus intéressant, mais soit, mais qui n'est plus d'actualité et qui a été rapidement démenti. Les 3 qu'on cite là, donc Momo Bouafsi, puis les 2 autres, n'ont pas été véritablement démentis à l'heure actuelle. Guillaume Cerruti, donc à ne pas confondre avec Vincent Cerruti, l'animateur radio qui mord les fesses de ses collaboratrices, rien à voir. Guillaume Cerruti, très proche de la famille Pinault, qui était CEO de chez Christie's, donc une énorme société de vente aux enchères internationale, New York, Paris, Amsterdam, Londres, etc., etc., qui était également dans le conseil d'administration du Stade Rennais, si je ne dis pas de bêtises, et qui bah, va quitter toutes ses fonctions pour une petite affaire de gestion liée a priori à tout un réseau d'art de Monsieur Pinault.
quelqu'un qui connaît un petit peu l'écosystème du football, mais qui n'y a jamais travaillé. Point intéressant, alors vous allez me dire si c'est intéressant ou pas, mais c'est quelqu'un qui connaît un petit peu malgré tout l'écosystème marseillais, parce qu'il est du sud. À la base, donc il est né à La Ciotat et il connaît plutôt bien la ville sans pour autant le revendiquer non plus plus que de raison, mais on sait que ça peut faire partie des critères. Et enfin, le troisième homme du trio magique, qui est a priori sondé là dans ces derniers jours, Richard Tessier. Richard Tessier qui avait de hautes responsabilités, vice-président de Puma, en charge de la marque, passé par le marketing et qui a quand même, il y a quelques années, une dizaine d'années, ramené Puma sur le devant de la scène en France, que ce soit dans le sponsoring sportif comme la vente pure d'outils textiles en tout genre. Pareil, pas particulièrement de lien avec Marseille, si ce n'est sa connexion avec en tant que sponsor maillot depuis quelques années. De ces 3 profils, voir si on ouvre à celui de Pauline Gamère, quel est selon vous, je parle pas forcément des hommes, mais peut-être des profils dans un premier temps, même on peut faire le parallèle entre les deux évidemment. Quel est celui qui vous attire le plus, qui vous excite un petit peu le plus sur le papier, en sachant que, je vous l'ai dit, moi je ne cache pas, et je n'en avais parlé à l'ami CM Football qui nous écoute de temps en temps et qu'on salue s'il nous écoute aujourd'hui. Le profil, moi, de Pauline Gamère me semblait être, en termes de présidence pure, ce qui pouvait peut-être faire le plus de bien à l'Olympique de Marseille. Ben, moi, si je peux prendre la parole en premier, je pense un peu comme toi. Je trouve que juste avant, on parlait de la succession de Longoria. Je trouve que pour Pauline Gamère, elle s'inscrit parfaitement dans cette lignée de succession de quelqu'un qui connaît le foot, qui connaît l'environnement, qui sait à quoi s'attendre, qui a en plus la particularité d'être d'ici, d'être de Marseille. Donc c'était vraiment je trouve que c'est un profil qui cochait beaucoup de cases. Et j'ai parlé moi de représenter les instances. Si je dis pas de bêtises, elle a été à la FFF. Ouais. Je trouve elle coche beaucoup de bonnes cases. Et moi, ce que j'ai aimé en tant que supporter marseillais, c'est que avec Longoria qui est espagnol, enfin je veux dire qu'un Rennes Marseillais en soi, hormis le lien qu'il a avec Marseille, c'est d'être passionné de foot. On a eu Pape Diouf, qui a eu une trajectoire, voilà, et agent, de journaliste, agent, à devenir président. Eh ben, moi, c'est peut-être mon côté évoque, je sais pas. Mais voir une femme présidente de l'OM, je trouve ça a quelque chose qui, moi, personnellement, m'aurait fait plaisir. Et pour le coup, en plus, qui est hyper compétente, qui coche énormément de cases. Donc, c'est dommage que ça ait été aussi vite démenti. Donc, je pense que quelqu'un a voulu la placer, ou peut-être qu'elle a voulu se placer. Mais moi, c'était le profil qui me topait le plus. Et dans les 3 que t'as donné, bon, après, bon, le Boissier, comme t'as bien dit, on a tous une proximité avec plus ou moins de près ou de loin. Moi, j'ai une anecdote sur moi, le Boissier, quand il était au tout début de sa carrière, ben, il avait son ex-copine dans ma classe. Donc, c'était très, très marrant. Il a fait la cour pour bref. Non, je peux pas dire plus parce qu'après, on sait jamais s'il écoute. Mais c'était marrant, c'était au tout début de sa carrière, donc très très gentil, très 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 gentil. Mais moi, je vous cache pas que les 2 autres, je les connais pas. Mais au vu de ce que tu me dis, le Cerruti ça a l'air intéressant. C'est différent de Pauline Gamère, c'est différent de Longoria. Au final, ça se rapproche plus, au vu du profil, d'un héros dans le sens où, ben, il fait autre chose, il a un pied dans le foot, mais il fait autre chose. Mais je me dis, s'il connaît quand même un minimum le contexte marseillais, chose que Hero ne connaissait pas, ça peut être intéressant d'avoir une vision différente de quelqu'un qui pèse, qui connaît les rouages de la négociation, de représenter une institution, un organisme, un club à grande envergure. Je me dis, ouais, pourquoi pas? Ça peut être sympa.
Je vous rejoins sur le profil qui semble le mieux correspondre, en l'occurrence, celui de la présidente du Red Star, parce que à mon sens, c'est ce sur quoi l'OM doit tendre, prendre un président ou une présidente qui a connu un succès dans un club un peu plus modeste et venir se confronter à ce que représente l'Olympique de Marseille et exercer dans une cour plus grande. J'ai un peu peur des autres profils, et notamment Cerruti et le vice-président de Puma, parce qu'effectivement ils font écho à ce qu'on avait vu avec Hero, des gens qui ont réussi dans le privé et qui viennent se frotter en pensant que il suffit de transposer un petit peu leur succès dans notre société privée à l'échelle du foot et encore plus dans un club comme Marseille qui est particulièrement différent. Ça m'inspire pas réellement confiance, mais c'est qu'un sentiment, hein, après tout, c'est basé sur pas grand-chose. Et sur Ahmed Bouafsi, personnellement, c'est pas une piste qui m'emballe, bien au contraire. J'ai beaucoup on va dire de respect pour l'homme parce que c'est quelqu'un qu'on a tous vu grandir, que ce soit sur Twitter à l'époque où il lâchait des informations mercato ou sur RMC, etc. Comme tu l'as dit, Max, tout le monde a déjà eu des interactions avec lui. C'est quelqu'un de relativement accessible, mais je trouve pas qu'il ait l'envergure ou la stature pour être président de l'Olympique de Marseille. C'est pas pour lui faire offense, mais je l'ai quand même souvent vu évoluer dans un contexte où il gravitait autour des puissants plutôt que lui étant un puissant. Et je pense que c'est aussi lié à son âge, hein, qui sera amené à le devenir. Mais je pense pas que l'Olympique de Marseille doit être, en tout cas la présidence de l'Olympique de Marseille doit être justement un tremplin pour ce genre de profil. Et peut-être que dans 10 ans ou 15 ans, la question sera plus légitime, mais là, à mon sens, elle fait pas sens. Moi, ma question par rapport à Richard Tessier, c'est est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qui a fait des maillots aussi dégueux depuis plusieurs années? Mais Après, t'as dit s'il est ça. vice-président, je pense pas qu'il ait fait les Alors, il maillots est pas designer, évidemment. Non, c'était pour Mais, la petite blague, mais en tout cas, c'était quelqu'un qui s'était révélé être proche, en tout cas, de Jacques-Henri Hérault, avec qui le deal avait été passé à l'époque entre Puma et l'OM. Il avait eu des propos élogieux, mais comme tout nouvel, je dirais, nouveau salarié qui décroche un gros contrat, tu vas être élogieux envers ton nouveau client. Pour le reste, effectivement, celui qui se rapproche, en tout cas, celui qui a le pied dans le foot et qui est haut fonctionnaire. Et est-ce que c'est pas ça que cherche actuellement le board de Franck McCourt? On serait plutôt sur un profil type Guillaume Cerruti, avec toutes les réserves malgré tout que ça peut engendrer, parce que être président d'un club de foot, c'est pas simplement être au conseil d'administration comme il avait pu l'être à Rennes, même si du coup on peut imaginer qu'il a vu de près les arcanes un peu d'un club, mais c'est quand même et un environnement particulier et un poste particulier. De ce qu'on sait et de ce qu'on lit des différentes interviews de McCourt, si je dis pas de bêtises, c'était dans le JDD ces derniers jours. On rechercherait quand même quelqu'un qui connaît l'écosystème marseillais, qui est un manager de haute voltige. Moi, ma vraie question, est-ce qu'on n'est pas en train de lâcher des noms et au final, coup d'épée dans l'eau, on va s'orienter sur quelqu'un. Le futur président est-il vraiment dans ces trois-là? Moi, j'en suis pas persuadé, en sachant encore une fois que il faut toujours se méfier des sources aussi. On a dit Mohamed Bouafsi, ça a été lâché sur RMC. Si je dis pas de bêtises, c'est Foot Mercato qui a lâché l'info Richard Tessier. On a lu d'autres choses. On a lu Mohamed Toubachter qui militait pour Florian Gisolfi. On entend aussi le nom de Julien Fournier revenir régulièrement. Et ça va dans le sens, pardon Max de te couper, mais ça va dans le sens des infos que sortent la Provence, en l'occurrence que l'Olympique de Marseille et Franck McCourt notamment reçoivent quotidiennement des demandes, des candidatures spontanées pour le poste de président. Donc oui, sans surprise, c'est un poste qui attire, et forcément, je pense que les infos qu'on a principalement là, elles sont surtout le fruit de candidats potentiels qui usent de leur réseau pour essayer de propulser un peu leur candidature.
Bon, en l'occurrence, quand ça sort des tweets de Mohamed Toubachter, c'est forcément une commande. Mais pour le reste, on peut pas. C'est difficile de savoir vraiment. Ma question, est-ce que des gens, on va parler quand même du cas Gisolfi, mais Gisolfi, Julien Fournier, est-ce que c'est des profils qui vous attirent, vous, par rapport à un haut fonctionnaire comme Guillaume Serrouti, par exemple, ou comme Oui. quelqu'un qui a gravi les échelons dans le privé, comme Richard Tessy a pu le faire chez Puma? Ouais, moi, je suis d'avis comme Younes que quelqu'un qui a déjà un pied dans le foot, c'est quand même un gage de sécurité qui est non négligeable aujourd'hui. J'aimerais à choisir, je préfère quand même quelqu'un qui a une petite expérience. Après, Gisolfi, moi, je suis pas fan dans l'idée que, enfin, on a fait l'expérience Longoria qui est propulsé président. Le refaire à chaque fois, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse pertinemment. Sur certains cas, oui, mais un mec qui est en poste et qui est, enfin, il est à Sunderland et ça se passe super bien. Euh, Quel argument on a de lui dire, bon, ben, tu viens être président de l'OM. Je sais pas si ça l'intéresse plus que ça. Par contre, pour Fournier, oui, je pense que il a fait, je dirais pas qu'il a fait le tour, mais il a été, si je dis pas de bêtises, il avait essayé d'être dans le coup pour acheter l'OM il y a quelques années. Euh, il a toujours eu un petit regard sur Marseille, sur ce qui se passe. Donc, le voir lui, ça me dérangerait pas, vraiment pas. Limite, après Pauline Gamère, ça serait le nom que je mettrais en numéro 2, voire numéro 1. Mais après, un autre, va falloir convaincre. Moi, franchement, de tous les noms qui ont été évoqués, bon, c'est dur de se prononcer vu que je les connais pas. Mais je reviendrai sur le propos de dire qu'il faut quand même un mec qui a une prise sur un pan du monde du football. Tessier, il a l'avantage d'avoir un bon pied, il a l'air d'avoir un très très bon pied sur tout ce qui est la relation sûrement la relation interclub, sûrement la relation avec les fédérations, avec les ligues, un réseau qui, je pense, est immense quand tu as été numéro 2 de Puma. Après avoir quelle est sa place chez Puma et qu'est-ce qu'il a été amené à faire. Mais Puma, c'est quand même une boîte qui, sur les dernières années, a pris un bon coup de boost dans le monde du foot. Moi, je me rappelle quand on était petit, Puma, c'était ils avaient pas un club, tu vois, genre il y avait pas un club qui était sponsor Puma. Là, Puma commence à avoir une ribambelle de clubs. Je sais pas s'ils ont eu des compétitions. Il y a un moment, ils ont eu la Ligue 1, je crois. C'était avant lui, hein, mais juste en souvenir. Une petite période, je crois, il y a une période, c'était la Ligue 1, mais c'est il y a très longtemps, peut-être il y a Il y 15 avait un ans. petit ballon Puma, ouais. Il y a eu un Il y avait ballon. les ballons Puma, ouais. 2010, 2009, Bah, je crois. sous Bielsa, c'est ballon La- Puma. la- Et l'année du titre, c'est pas un ballon C'est Puma. le ballon Puma, là, avec les 3 ronds, là. Il me semble. Ah, peut-être, ouais. Je sais Ouais, pas c'est s'il était déjà possible. là-bas. Après, à voir. Pauline Gamère, je souscris à votre discours si vous pensez qu'elle est que c'est une bonne candidate. Moi, j'ai pas l'info. Je suis pas au courant. Mais je vous crois sur parole. Mohamed Bouafsi, je crois sur parole, Younes, et je m'inscris dans la lignée de ce qu'il a dit. Mohamed va faire autre chose. Tu t'es très bien sur les plateaux télé. Et après, Guillaume Serrouti, il était où, à Rennes? Ouais, conseil d'administration de Rennes, ouais. Ouais, ça marche pareil un peu haute, surtout que Rennes, ça a pas, c'est pas un modèle. Gisolfi, j'aime bien le personnage, mais via un DS, DS, c'est très bien. Pourquoi devenir président? Parce qu'il Réponse peut-être dans les prochains jours. En tout cas, ça risque de s'accélérer. Peut-être que. Alors, vous voyez l'officialisation quand? Si vous deviez mettre une petite pièce. Honnêtement, je pense que c'est déjà choisi, hein. C'est pour ça que s'il y a des candidatures spontanées dans le lot, je pense que si jamais un d'eux nous écoute, le job est déjà pris, les gars. Ça sert à rien de courir. Toi, tu penses que c'est déjà pris, Ouais, Thierry moi, je sais pas si Ouais, Moi, je pense pas en je vrai. sais Hein. pas. moi, je Ouais. pense que c'est déjà pris, hein. Je pense qu'ils ont à minima une idée quand même. Ils ont Ouais, à je pense Idée, qu'il y oui. a Une shortlist. Une une shortlist. shortlist, ouais, une shortlist qui est dessinée.
Après, Ouais, dire que c'est déjà en pris, fait, le timing me semble quand même très très court, hein. C'est quand même allez, un processus de Hum. recrutement déjà, qui est. déjà pris peut-être pas, mais si t'es pas en contact avec eux déjà, oublie. Genre Oui, à c'est la mort. limite ceux Oui, qui sont en oui, contact, ça oui. faites votre lobbying, mais si vous êtes pas dans les petits papiers, vous allez, enfin, il y Vous aura y êtes pas de plus. remontada. Ouais, c'est mort. Si Ouais, vous êtes, sur ça, je suis d'accord. Si vous avez pas de voyage prévu à Boston dans les 2 prochains mois, ça sent pas très très bon. ouais, si vous avez Ouais. pas parlé à Scheherazade dans les 2 dernières semaines, elle va pas vous répondre sur WhatsApp. Vous allez rester avec un petit trait, les gars. Ça sert à rien. Mais j'espère que ça prendra vite fait, mais qu'on puisse quand même se projeter un minimum parce qu'il reste pas beaucoup de journées. Ça serait bien quand même de essayer de faire les choses correctement. Pour Bah, vous, le plus c'est vite et le mieux? Ouais, bah, pour moi, oui. Ouais, oui. ça je sais pas parce qu'en vrai, enfin à choisir, je préfère qu'ils mettent un peu plus de temps et avoir le bon choix plutôt que chercher à répondre à une Ouais. problématique d'urgence et prendre, des candidats qui sont juste disponibles à l'instant T et écarter des pistes qui potentiellement n'auraient pu aboutir que d'ici 1 mois ou 2. Mais il y a une réalité financière derrière tout ça aussi, c'est que, bah, tu dois forcément, d'ores et déjà travailler sur ton budget de l'année prochaine, sur plusieurs scénarios, avec Ligue des Champions, sans Ligue des Champions, préparer un petit peu ta feuille de route et forcément, je pense qu'un candidat sérieux, s'il te dit qu'il est prêt à arriver que mi-juin ou fin juin, ça présage quand même pas grand chose de bon sur ses compétences parce que n'importe quel bon président, a envie de commencer le plus tôt possible en sachant qu'il va déjà évoluer dans un timing Ouais. qui va être super serré. Si je dis pas de bêtises, Tessier et Serrouti sont libres. Bon, Mohamed Bouafsi peut sans doute se libérer de son contrat avec France Télé. C'est un peu le job de sa vie, s'il le touche du doigt. Donc, je pense que ça peut vite casser un contrat avec France Télé. Ouais. Je pense que ça respecte pas le préavis. Préavis à France Télé, faudrait voir. Hein. Ils sont un peu dans la panade en ce moment. J'ai vu qu'il y avait des sombres histoires avec Nagui et Patrick Sébastien. Donc, ils ont peut-être d'autres choses à gérer que le préavis de Mohamed Bouafsi. Très Dans tout ça, surprenant d'ailleurs, quoi donc? qu'il soit dans la panade, pour Nagui et Bah, Patrick c'est de l'argent Sébastien. public. C'est a priori, enfin, on va pas faire c'est pas retour de l'émission du dimanche soir, mais a priori, il y a quand même un gros souci au niveau de l'argent public qui arrive dans les poches de Nagui, de ce que j'ai cru comprendre. Après, Mais il en prend, hein, bravo Nagui. mais le but de l'argent public, c'est pas c'est pas de finir dans des poches de personnes tierces. C'est pas, Et c'est pas prévu pour ça, l'argent public. Moi, je sais pas. puisqu'on parle de Nagui, tirons le fil jusqu'au bout parce que du coup c'est une transition parfaite. Allons-y. Mais l'ami Didier Deschamps, qui n'est autre que le meilleur ami de Nagui si De Sultan n'avait Nagui, pas c'est signé. vrai. Moi, c'est le rêve de ma vie, mais le problème, c'est que la conjoncture fait qu'il sera pas libre jusqu'à mi-juillet parce qu'ils vont aller à minimum au dernier carré. Donc, la conjoncture fait que ça ne peut pas être lui, mais Après, l'OM ne vous le peut voyez gagner dans que un contre poste. l'espoir. Moi, je le vois dans un autre poste. Hein. On sait pas encore. Hein. DS? On sait pas où on va le voir. DS. Encore? Ah, Sur le ah oui. banc? Ah, oui. Ah, moi, je Ah non, je pense Moi, qu'il fran- il a trop de jeux. franchement, je pense pas qu'il ait l'énergie, surtout post-Coupe du Monde comme ça, se renvoyer une saison Les gars, sur le banc de l'OM. les gars, il est surprenant. les gars, Hein. il aime trop. Il est les gars, vous oubliez un truc, surprenant. il aime Il trop. est très surprenant. Hein. Les gars, il aime trop le foot. Et il aime trop l'OM. Genre, Oui, non mais c'est une chose de trop aimer le foot, c'est une chose d'être lassé mentalement et En vrai, qui physiquement. nous dit, même putain, je vais te dire qui nous dit qu'il est lassé. Hein. comment tu peux être lassé de l'équipe de France? C'est Laplan. Tu crois que c'est pourquoi qu'il a fait 16 ans? Moi, Bah, en vrai, c'est la planque, oui, parce que t'as un des T'as une meilleurs génération, du oui. monde, on laissera ce débat-là, mais globalement, pour un entraîneur qui est autant animé par la victoire, c'est cette pression de résultat qu'il doit s'infliger à lui-même et cette boule au ventre qu'il doit avoir constamment parce qu'il a hâte d'être à la Coupe du Monde, en même temps, il a peur de ne pas la gagner, bah, forcément, ça pompe de l'énergie. Donc honnêtement, je pense que ça reste quand même un job La santé. assez usant pour Ouais. lui. La santé, il est parti de Marseille. Je pense qu'il approchait les 100 kilos. Donc, il avait laissé un bout de sa santé dans sa dernière année. Et Ouais. quid d'ailleurs? Parce que on a vu le tweet
de Rachid sur Mohamed Bouafsi tout à l'heure dans la J'allais y journée venir, en ouais, disant 1er avril les logos. Alors on fera peut-être un petit mot sur le logo après, mais le logo on s'en fout, mais Mohamed Bouafsi ne viendra pas. En gros, si je résume, quid de la de la réaction de la relation de Didier Rachid. Je sais Tu pas vois, depuis 10 ans, ça s'est calmé un c'est petit peu. les, 15 c'est les maintenant. conditions. Ouais, 15 15. maintenant. Bah ouais. 15. C'est les Waouh, conditions pour monsieur. moi. C'est les conditions sine qua non. Dans quel environnement, dans quel contexte il vient, avec qui. Pour moi, tu vois, si il vient pas en tant que président, si c'est en tant que coach, c'est quel président l'appelle, tu vois. C'est qui c'est qui l'appelle. Si c'est McCourt, je pense il décroche pas, parce que quand même, il doit avoir un regard sur tout ce qui se passe. Mais si c'est un président et que ça lui parle, il se dit, ah bah peut-être que Mais qui peut lui ça se parler? discute. C'est ça la question. Et c'est ça. Et c'est là où pour moi ça bloque. C'est qui peut lui parler pour qu'il se dise, ouais, peut-être. Parce qu'en vrai, l'attractivité, on va pas se mentir, si l'OM l'appelle, il va sourire. On le sait très bien, il va rigoler, il va sourire. À minima, il va dire non, ça le fait pas, mais ça va lui faire plaisir. Mais quel président ou quel directeur sportif peut l'appeler, lui dire, ouais, Didier, moi je te veux sur le banc, t'inquiète pas, Rachid, je l'ai déjà eu, c'est fini, on va manger, on met les choses à plat, on vient dans tel contexte, tu seras bien. La question, c'est qui a l'aura, a la prestance, le prestige pour faire vaciller Didier Deschamps. En fait, qui a Là est la l'aura question. pour lui faire. Tu vois, la première phrase, il va l'avoir avec tout le monde. Non, mais qui a l'aura pour faire que la conversation dure plus de 2 minutes. Parce qu'à partir du moment où la conversation elle démarre, je crois qu'il finit emballé. On était à peu près tous d'accord pour dire que Mehdi Benatia avait comme grande qualité cette capacité de convaincre. Écoute, Mehdi, si tu veux qu'on parte sur une feuille propre et qu'on oublie tous les tumultes des dernières semaines, derniers mois, dernières années, si tu veux un bon baroud d'honneur, eh ben écoute, ramène-nous la dèche. Mais moi, honnêtement, je crois j'y que crois. Didier Deschamps reçoit un appel de Mehdi Benatia, il lui explose de rire. On en rigole, mais moi, j'y crois que très peu à la piste Deschamps entraîneur. À la limite, dans un rôle même de DS, je trouve que ça fitterait pas totalement parce que je lui trouve pas ces qualités-là à Deschamps. On sait que c'est pas quelqu'un qui aime bouffer beaucoup de matchs. Normalement, quand il regarde des matchs, il s'en vante en conférence de presse. Il a eu plusieurs. Ouais, mais je pense que son rôle en équipe de France l'a rendu plus politicien que tacticien ou que dénicheur de talent. C'est pour ça que je pense que président de l'Olympique de Marseille, ça pourrait être quelque chose qui pourrait, l'intéresser et 2, parfaitement correspondre à ses qualités et 3, à nos besoins. Faudra s'entourer, si c'est ça. Mais ça, il sait le faire, en vrai. C'est un parfait équilibriste. Il a toujours su Que faire ça va faire Guy Stéphane dans sa carrière. Si Didier vient président? Ouais, Guy Stéphane à la direction sportive, par exemple, ça me semble être un profil qui match plus que Didier Deschamps, par exemple, parce que lui, pour le coup, a cet œil déjà, cette qualité-là de s'enquiller beaucoup de matchs et de suivre beaucoup de joueurs. On le voit très très souvent dans différents stades de Ligue 1 ou d'Europe. Pour le coup, après je sais pas quelles sont ses capacités de négociation sur des aspects contractuels, sa capacité à convaincre également des joueurs, parce que forcément quand tu étais en sélection d'équipe de France, il suffit de voir la qualité des équipements et de faire une visite du château de Clairefontaine et de de rappeler que tu es un candidat à la gagne de la Coupe du Monde et de gagner le titre de champion du monde. C'est des éléments qui suffisent à convaincre quelqu'un de venir. Encore que certains font de la résistance, suivez mon regard, Ayoub Bouhaddi notamment, et j'espère que tu vas continuer ta résistance, mon petit, soit dit en passant. Mais ouais, je sais pas. C'est beaucoup de questions et beaucoup de flou, en tout cas, cette situation de la présidence de l'OM. Réponse dans les prochains jours, prochaines semaines. Sans doute pas beaucoup plus parce qu'il faut préparer la suite. Et la suite directe pour nous, c'est le retour de notre équipe magique, de nos 20 petits génies. Et je suis obligé de vous poser cette question
qui nous a été posée par un auditeur, par Jay. Je vous entends avoir une certaine indulgence envers Habib Beye. Mais il y a des coachs, voire des intérimaires qui ont réussi à proposer du jeu en peu de temps. Pourquoi ne pourrait-on pas être exigeant avec lui et avec les joueurs en cette fin de saison? Et c'est vrai que ces dernières semaines, même si on était tous d'accord pour dire que vraiment on prenait pas de plaisir, on a plutôt épargné Habib Beye dans le sens où, contexte oblige, on s'est senti obligé de pas le mettre en ennemi public numéro 1. Et je pense qu'il faut continuer de pas le faire. Néanmoins, un peu obligé de dire à Jay qu'on est un peu d'accord avec lui dans le fond. C'est-à-dire, bon, ça Ben, fait quand même presque, ça fait 2 mois là maintenant. euh, Ça serait bien qu'on voit une phase offensive sympa. autre qu'un long ballon de Medina sur Peshao. Mais moi, j'ai bien aimé la question, pour le coup, je la trouve très intéressante. Je pense qu'elle est surtout valable jusqu'au dernier épisode, parce que dans le dernier épisode, on a notamment parlé de micromanagement et justement de son choix Oui, d'avoir fait rentrer ouais, la Moneri à semaine la place de dernière, il Greenwood, et on a a attrapé un peu. beaucoup critiqué cette partie, cet aspect micro-tactique. En vrai, c'est une bonne question. C'est que on n'a pas envie d'être trop ingrat non plus avec lui. C'est pas comme s'il arrivait avec l'étiquette de pompier de service, parce que c'est pas un entraîneur pompier de service. En tout cas, il s'est jamais prétendu être il a pas eu vocation à être un entraîneur pompier de service. Un entraîneur qui a quand même une certaine idée du football qu'il veut pratiquer, qui a des ambitions de bien faire jouer son équipe, en tout cas dans le discours qu'il tient. Donc, il a pas cette étiquette d'entraîneur qui arrive uniquement pour cette match et qui va être opérationnel sur cette match. Donc forcément, tu as envie de ne pas le juger sur ça parce qu'il vient pas avec cette étiquette-là, même si tu sais qu'en même temps, potentiellement, il est là que pour cette match. Et je trouve que c'est délicat de critiquer un entraîneur quand déjà tu as cet effectif qui est, encore une fois, c'est mon avis et il est pas partagé par tout le monde. En tout cas, ici, je pense qu'on est tous à peu près d'accord, mais dans la team OM, un effectif qui est pas très bien construit et pas très bien équilibré, plus un directeur sportif qui, si on s'en réfère à son Twitter, a démissionné, mais qui est toujours là, si on regarde les matchs. C'est un contexte qui est quand même pas top pour évoluer, et je trouve que ça aurait été pas ingrat, mais c'est dur quand même de le prendre en grippe tout de suite et de se plaindre de ne pas voir sa patte encore, dans l'Olympique de Marseille. Mais force est de constater et je pense que ça aura échappé à aucun de nos auditeurs, il y en a aucun de nous qui est particulièrement emballé par Habib Beye. Alors peut-être qu'on l'était rapidement, après, quelques conférences de presse et ces citations de Pape Diouf, hein. C'est très bien, c'est un homme qui a la tête bien faite, on le sait. Mais alors dans la proposition de terrain, aucun de nous, n'a jamais été emballé, par Habib Beye, et je pense que juste ça en dit déjà beaucoup. Pour moi, il y a un truc assez simple de pourquoi on l'a pas encore trop ciblé. Déjà, c'est qu'il est venu pour une seule chose, c'est remplir une mission qui est prendre les points qui t'emmènent à minima dans le top 3. Allez, top 4. Mais en vraie réalité, l'objectif, c'est top 3. Et que jusqu'au match contre Lille, hormis le premier match où tu perds, t'étais à 3 victoires de suite. Alors, avec une manière qu'on peut décrier, regretter. Pardon, mais il y avait la Coupe de France qui était un Mmh. objectif, et dans cette série de 3 victoires, il y a quand même l'élimination en Coupe de France, dans le lot, hein. Ouais, j'entends, mais la manière de l'élimination en Coupe de France, ouais, non, j'entends. Il y a l'élimination en Coupe de France contre Toulouse, mais en fait, le bilan jusqu'ici, il est pas assez médiocre pour le cibler totalement. Et moi, dans tous les cas, j'aurais été que ça soit lui ou quelqu'un d'autre, c'est tellement un échec de ceux qui étaient là au début de la saison, que ça soit Benatia et De Zerbi pour moi, que c'est dur de responsabiliser celui qui arrive, tu vois. Genre, pour moi, ça sera c'est un- c'est que c'est presque, j'ai envie de dire, pour lui, c'est presque du bonus. Je le vois même pas entacher son image d'entraîneur avec ce passage à l'OM. Genre, Non, moi, je crois pas qu'il vas-y, perdra en vas-y. cote, en respectabilité. Pour moi, c'est une mission Au bon billet. contraire. Par contre, dans le Au tweet, il y a les contraire, joueurs. même. Et sur les joueurs,
suis d'accord. En fait, le match contre Lille, pour moi, c'est, comme je l'ai dit dans le dernier épisode, les deux, ils ont été, à l'aller, ça a été une cassure. Et là, c'est une cassure pareille. Genre, honnêtement, j'attends plus rien. Et comme a dit Younes, en fait, c'est même pas on est, en fait, il est là, il est pas là, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Moi, je sais pas, j'ai du mal, en fait, à me dire que je vais me défouler sur lui ou décharger sur lui ma frustration de la saison. Genre, elle est trop incarnée par d'autres personnes à mes yeux pour que je le responsabilise. De toute façon, je pense on a été d'accord quand je suis arrivé sur les premiers épisodes où on disait on n'avait pas vraiment de regard sur le contenu. Comme l'a dit Opti, il y a une saison à terminer et c'est l'objectif prioritaire. Si De Zerbi, bon, De Zerbi est parti comme il est parti, hein, parce qu'il part de lui-même au final, parce que le message ne passe plus. Il y a deux objectifs. Habibé vient pour ça, et t'es pas regardant sur le contenu. Et même si je vais plus loin, il n'y a pas mensonge sur la marchandise. Enfin, quand tu signes Habibé, tu sais que lui, c'est l'intensité, c'est la course, c'est ci, c'est ça. Pour l'instant, tu es dedans, et encore. Parce que l'intensité, ça a géométrie variable. Contre Lille, tu as eu le temps de préparer ton match, tu pas vu l'intensité. Donc pour moi, il y a pas mensonge sur la marchandise. Faut voir en termes de points récupérés. Je pense que tu es un peu mieux que ce qu'il faisait à Rennes, mais pas, je pense pas énormément. Tu es Ben dans là, les t'es à 9 sur clous. 15 pour l'instant. Ouais, tu as 9 sur 15. Donc je pense que t'étais pas prêt. Tu dois être dans les clous de ce qui se faisait à Rennes. Et il y a pas mensonge sur la marchandise. Enfin, nous tous, en tant que supporters et en tant que suiveurs de la Ligue 1, on savait à quoi s'attendre. Même si on est objectif, on se dit, voilà, il y a l'espoir que ça clique, on va voir des choses intéressantes et tout. Mais au final, non. Donc c'est dur d'aller l'incriminer sur ça. Bien sûr que on a vu des intérimaires qui font, entre guillemets, de la magie, qui te font des choses qui sont intéressantes et que tu as envie de regarder. Tu te dis: «Ah ben ça me plaît». Mais en vrai, si on parle factuellement, à l'OM, on a vu des changements d'entraîneur. À part Guéret où il y a vraiment eu un effet, qui t'a secoué, l'intérim de Anigo 2003-2004, c'est pourri. 2013-2014, je crois, c'est nul. Tu as Mitchell, c'est nul. Gattuso, n'en parlons pas. Gasset, merci pour la demi-finale, hein, mais on n'a pas kiffé. Au final, l'intérimaire, est-ce que ça a vraiment marché à Marseille? Non. Si on parle factuellement, ça a rarement marché, à part Guéret. Mais Guéret, ça fait presque 20 ans. Ou même ça fait 20 ans. C'est, c'est, 2004-2008, non? c'est 2007, 2008. 2007, Ouais, 2008. 2007, 2008. Donc ça fait 19 ans. Enfin, il arrive en 2007. Ça fait 19 ans. Donc théoriquement, l'intérim ne marche pas à Marseille. Et là, pour le coup, tu as eu un petit électrochoc, tout petit, qui a fait que bah, tu as gagné à Lyon, t'es allé gagner à Toulouse, mais tu as perdu en Coupe de France. Y a pas, je pense, il n'y a pas besoin d'aller chercher sur la production, parce que le laps de temps fait que ben, tu peux pas mettre en place quelque chose de suffisamment significatif pour prendre des points et avoir du bon contenu sur le terrain. Et puis, on va pas se mentir, Opchi l'a dit, il y a des joueurs aussi qui sont là. Younes aussi l'a dit, l'effectif, il est construit comme il a été construit. Et on l'a vu déjà sur De Zerbi, les joueurs sont physiquement cuits. Alors, il fallait pas s'attendre à ce que d'un coup, le fameux électrochoc prenne effet si tes joueurs ils sont pas en mesure d'avoir ce supplément d'âme pour aller chercher des victoires, pour aller proposer du jeu, pour aller proposer du contenu intéressant. Si déjà ils arrivent à gagner des matchs, c'est déjà très bien. S'ils arrivent à terminer top 4, c'est déjà très bien. On va pas les féliciter parce qu'ils sont juste dans le clou. Mais moi, s'il y a une exigence envers Abibay sur le contenu, je pense que ça a pas vraiment lieu d'être. Et, Après, et- l'exigence, elle va aussi, pardon, aussi, vas-y. mais je pense qu'elle va aussi venir là, parce qu'effectivement, Alba l'a très bien rappelé, l'intensité, ça a été son maître mot et son leitmotiv depuis qu'il est arrivé. Il ne parle que de ça. On a cru comprendre qu'il avait retravaillé un petit peu l'aspect physique avec les Au-delà de ça, joueurs en. petit astérisque Younes, l'intensité et la mentalité aussi. Il a pas mis l'accent que sur le côté, l'intensité dans la manière de jouer. La mentalité, le maillot, Oui, mais tu vois. enfin ça, c'était plutôt remettre les têtes à l'endroit par rapport
au trauma que tu as vécu sur le mois de janvier. Mais Deserbi aussi avait ce discours-là de l'importance de ce que représente ce maillot, leur devoir en tant que joueur de l'Olympique de Marseille, etc. Donc ça, à la limite, je pense que les joueurs sont parfaitement clairs là-dessus. Benatia, quand il les recrute, il le rappelle sans cesse, et même au cours de l'année, il y a moult discours sur ça. Donc je pense que ça, on n'a pas trop manqué. Mais l'aspect intensité, oui, je disais, on a cru comprendre qu'il avait relevé un peu le curseur d'intensité à l'entraînement, qu'il leur avait envoyé une espèce de mini prépa également aussi quand c'était en Espagne à Malaga. Et justement, le bénéfice d'une mini prépa physique, tu le ressens sur quelques semaines plus tard. Généralement, tu as un petit coup de fatigue au début et ensuite tu en ressens le bénéfice après. Là, on arrive après une trêve internationale, dans ce qui est vraiment le sprint final, parce qu'on va jouer de manière consécutive jusqu'à la fin. Tu es censé voir un peu l'effet de tout ça. Donc là, on va pouvoir aussi clairement juger par rapport à ça. La période d'une demi, elle est passée. Il aura eu un peu de temps pour travailler, des semaines complètes, plus une trêve internationale, même s'il n'y a pas tous les joueurs. Là, on va arriver dans le money time où chaque but, chaque match compte. Donc forcément, peut-être qu'on aura aussi un regard un peu plus critique sur lui, ou un regard un peu plus arrêté sur Habib Beye en tant que coach. Ben là, avec le match contre Monaco, là, comme j'ai dit, on a 9 sur 15. Monaco, soit tu seras 10 sur 18 et bon, ça sera le verre à moitié. Je pense que tout le monde se satisferait d'un nul contre Monaco ce week-end. Mais si tu gagnes, tu es à 12 sur 18, c'est 2 points par match. Par contre, si tu perds, tu es à 1,5. Et je pense que là, ça sera déjà un premier bilan de son début de mandat. Et c'est un truc sur lequel tu vas surfer. C'est pour ça que il y a beaucoup de gens, beaucoup de coachs surtout, que j'entends souvent dire, je crois pas au match à la finale avant l'heure, au match tournant, au patati, un match. Les gars, Là, c'en est un. C'est un gros, même. ne prenez pas pour des. Nous, peut-être que vous de l'intérieur, vous nous dites ça existe pas. Nous, on regarde de dehors et ça existe. Ça existe. Ce match-là, de la même manière que ça va être. Allez, vas-y, la défaite t'enterre pas. Mais si tu gagnes celui-là, tu étais sur une vague, quoi. Tu surfes. Je pense que la défaite, elle te conditionne à voir à voir la fin de saison différemment. Et là, tu vas être beaucoup plus regardant sur ce que font les autres. Là où si Oui, tu oui. gagnes dimanche, tu te dis quand même, j'ai un matelas et que si je gagne tout le reste, ben, même si je peux passer à côté un match, ça va le faire. Alors que là, tu te dis vraiment Lille, Rennes, Lyon, tous les autres derrière Monaco, tu vas commencer à te dire, ouais, vaut mieux qu'ils gagnent pas celui-là. Alors que là, on va dire, on regarde, mais ça va, on regarde d'un œil lointain. Moi, personnellement, les résultats de Monaco, enfin, je m'en fous, tu vois. Enfin, à l'instant T. Mais peut-être que lundi, je m'en fous plus. Et là, la saison, c'est plus du tout, la fin de saison, c'est plus du tout la même. Si on fait un petit point calendrier, donc l'OM va jouer Monaco à Monaco dimanche soir. Et là où je suis d'accord avec vous, dans le sens où s'il y a, par miracle, peut-être, je sais pas si on peut dire miracle, mais si, en tout cas, s'il y a victoire dimanche, tu mets Monaco à 6 points plus X points, la différence de but qui fait 7 points hein, d'écart entre toi et Monaco. Et derrière le calendrier de l'OM sur la fin de saison, il s'allège quand même un petit peu. Tu reçois Metz, tu vas à Lorient, tu reçois Nice, tu vas à Nantes, tu vas au Havre et tu reçois Rennes. En gros, je vais pas dire que c'est ton dernier match à 6 points, parce qu'ils seront tous un peu à 6 points, et vu ce qu'on a vu dernièrement, de temps en temps, t'es sur un fil, ouais, même contre des équipes un peu basses, t'es sur un fil. Néanmoins, si tu gagnes celui-là, effectivement, tu creuses quand même un trou avec Monaco, en sachant aussi que dès ce week-end, alors on va pas faire le calendrier de tous, il reste trop de matchs, mais Lille reçoit Lens. Donc avec la possibilité aussi de reprendre quelques points aux Lillois pour être complet. Hop, Lyon va à Angers et je ne sais pas laquelle de ces deux équipes malades va repartir avec 3 points. Peut-être une petite cote de favori quand même à l'Olympique Lyonnais parce qu'Angers a l'air d'être en roue libre. Quand même, je te vois sourire Younes, mais quand même. Non, bah, oui, sans doute, mais je veux dire, on a le droit de rêver et pourquoi pas un rebond de nos chers amis angevins. Mais je pensais aussi au calendrier. Effectivement, le déplacement à Monaco, il fait peur en l'état, mais il y a aussi le déplacement à Lorient qui, pour le coup,
à rien qui puisse nous en jouer, parce que je crois que si T'as je dis des pas de matchs bêtises, chiants, hein. ils ont perdu un seul match à domicile, Lorient. Ça carbure extrêmement bien à domicile. Ils ont tapé des gros, accroché des gros. Moi, c'est un Et je vais déplacement même te dire un truc. qui me fait un peu peur. Le match au Stade Océane, alors c'est pas la forteresse Non, mais on l'a au vécu, Havre, on l'a vécu l'an dernier, celui-là. Hein. mais On en a parlé il y a pas longtemps. le Havre chez eux, Bah je ouais. les ai toujours vus casser les bonbons à tout le monde, hein. Ouais, mais ça, On l'a vécu l'année dernière, où c'est le match où tu valides ta qualification. On s'est quand même sacrément fait peur. Hein. On va sur du score de Goubry, elle arrive en deuxième mi-temps. Tu subis. Bon, le match avait été arrêté 10 minutes, ça a un peu perturbé tout le monde. C'est ce qu'on nous avait servi à l'époque comme excuse. Mais tu prends l'égalisation, tu marques ensuite sur un but frappe de 30 mètres. de 30 mètres de Greenwood, et tu tues le match à la fin. Le score en dit plus que ce que le match a été réellement, mais c'était quand même un déplacement compliqué. Il n'y a pas de doute pour que cette année, ça soit la même chose. La différence, c'est que sur son dernier match à domicile, contre Rennes toujours, tu n'auras pas une équipe en claquette cette fois, et tu auras potentiellement une équipe qui va venir chercher quelque chose, une équipe qui a priori a eu cet électrochoc, eux, contrairement à nous, par rapport à leur changement de coach. Donc globalement, je trouve que, ouais, on disait au début, t'as Lille, Monaco qui sont pénibles, mais dans cette Ligue 1 où tout va vite, je me dis que, tu vois, même après Monaco, Lorient ça fait peur, Le Havre ça fait peur, et Rennes à la fin, en fonction de là où t'es à la 34e journée, ça peut également faire peur. Moi, je suis d'accord avec Est-ce toi, que vous Younes. Il n'y a signez pas de match à 6 points. C'est là où je rejoins Max. Oui. C'est qu'il y a des matchs chiants, mais il n'y a aucun match qu'il faudrait, à part peut-être Rennes, même si honnêtement, j'ai pas envie de J'ose espérer qu'à la fin de la 33e, Rennes n'a plus rien à jouer. C'est-à-dire Pourquoi qu'ils sont 7. Je pense qu'ils seront 7. Ils seront à la place où ils sont actuellement. ils sont. Et ils auront plus rien à jouer. Et j'ose surtout espérer que nous, on n'aura plus rien à jouer, et que la 3e place, elle sera réglée. Et que le dernier match au Vélodrome, c'est le jubilé de 2-3 Zozo, et et c'est tout, tu vois. De 3, 12-13, tu veux dire. Bah, si tu me demandes vraiment qui je veux reprendre, on aura ce débat. Peut-être la semaine prochaine, on fera une sorte de pas de tier list, mais on garde, on passe. Il y a c'est déséquilibré. Je vais pas te mentir, c'est un peu déséquilibré chez moi. Mais j'ose espérer quand même qu'à la 33e journée, quand tu recevras Rennes. Et vraiment, les derniers matchs au Vélodrome, j'ai toujours plutôt des bons souvenirs ces dernières années. Ouais, même historiquement. Hein. Oui. Donc, messieurs, est-ce que vous Après, signez pour un le match Rennes nul le Rennes de Hez n'est pas le Rennes de Abibay qui vient au Vélodrome. aussi? Il n'y a pas les mêmes ambitions, je pense. Et oui. Alors même si les deux, enfin, il y en a un qui a réalisé son rêve de venir entraîner ici. Je pense que Francaise, si tu lui proposes à un moment donné, Ah, bon, ça s'est pas fait contextuellement, mais la déclaration Aïe, aïe, Rongier, aïe. elle pique. Hein. La Aïe, déclaration aïe, aïe. Rongier, elle te prend, elle te dit. Est-ce que tu peux la redonner pour ceux qui ne l'auraient pas? Bon, déjà, il évoque la phrase qu'il dit. Il dit souvent, on dit les joueurs ont la chance d'avoir cet entraîneur. Il dit, mais l'inverse est peu souvent dite. Mais c'est le cas avec lui. Il y a des joueurs que les entraîneurs sont très contents d'avoir. Il dit, je suis très content de l'entraîner. Je voulais déjà l'entraîner avant, mais tu voulais l'entraîner où, Franck? C'est Dans quel contexte? Parce que Rongier à Lens, non. Rongier à Lens, c'était pas possible. Rongier à Nice, c'était pas possible. Tu voulais quoi? le banc? Tu voulais ce Peut-être banc, l'équipe de Franck? France? Peut-être. Aïe, aïe, aïe. Mais oui, bah après, moi, sur Rongier, on m'a toujours dit l'inverse. On m'a toujours dit que, ouais, franchement, surtout sur Twitter, j'ai souvent lu, c'est plus un poids que, Ouais, bon, force est de constater que depuis son départ au milieu de terrain, bon. Après, on n'a pas eu, enfin, tout n'était pas blanc, particulièrement avec Rongier Non. aussi. On va pas non plus réécrire l'histoire, mais globalement, c'est un joueur qui vaut mieux avoir dans son effectif, surtout quand tu vois les lacunes que tu as actuellement, et je le reprends tous les jours. C'est un joueur qui me manque un peu, Ouais. voilà, si on peut dire comme ça. Ou Mais qui qui a a aussi mal connu- été remplacé. qui n'a pas été remplacé au-delà d'être mal remplacé. Est-ce que vous signez pour un point ce week-end?
C'est triste, hein, Là, parce que là, on là, est je- Oui, 1er non, ouais. avril, c'est pas une oui, question, oui, c'est pas une blague, tu vois. C'est une vraie question. je prends même 0 frappe cadrée et je me plains pas pendant 0-0. ouais, je me plains même pas pendant l'enregistrement. Moi, je me plains. La J'en suis là, hein, j'en petite suis là. la petite chance qu'on a, et vous me direz, a priori, Lamine Camara sera là, Denis Zakaria aussi, c'est qu'on joue à Cliouche post-équipe de France. Le Cliouche, avant liste de Didier Deschamps et avant rassemblement à Clairefontaine, il est particulièrement effrayant. Peut-être Bah ouais. que, je sais pas, il peut être aussi sur la Non, mais lignée oui. de son bon rassemblement Et c'est et exactement ce que j'allais te le dire. problème, c'est qu'il a choisi ses matchs toute l'année, donc forcément, ils ont eu la bonne idée de nous faire jouer un dimanche soir. Si encore une fois, on avait un peu de chance, ils nous avaient mis dimanche à 15h, on aurait peut-être pu espérer un Actiouche des mauvais jours. Ouais. J'ai pas les, Un petit j'ai pas jet beaucoup lag, de matchs, quoi. j'ai pas beaucoup de matchs de Golovin aussi. D'habitude, il a 5-6 matchs par an. J'ai l'impression le compte n'est pas là cette année, pour l'instant. Donc, est-ce que lui aussi, il va pas cocher ses 5-6 matchs dimanche soir? Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui font. Il y a une Après, entrée de Balogun il y a va une très entrée. vite, mais il va moins Ouais. vite qu'Egan Riley. Normalement, j'ai vu sur Twitter tout à l'heure les statistiques. Si on met Egan Riley, il bat Balogun sur 30-40 mètres. On n'a qu'à faire une Juste course. en vitesse. On laisse le ballon. Franchement, Monaco est sur Bah, 6 après- victoires d'affilée, les gars. Mais attends, Nul, c'est bien nul. C'est Monaco est triste sur à 6 dire, victoires d'affilée. mais Vas-y. on s'est pris 3 Z l'année dernière. Nul, c'est bien. Nul, c'est pas mal. Mais Monaco, c'est 6 victoires d'affilée. On les a tous vus, les matchs contre le Paris Saint-Germain. Ben, ils ont tenu la dragée haute sur l'aspect physique. Moi, c'est Ouais. ce qui me fait peur. Physiquement, ils ont l'air d'être au top du top du top. Max, tu as parlé des 5-6 matchs de Golovin. Je crois qu'il y a une entrée au Parc des Princes il n'y a pas si longtemps que ça. Au premier ballon, il marque. Après, je me dis quand même, match à Louis II, dimanche 21h, c'est Tudor, Kolasinac tête. Alors peut-être Ah, Dimitri Payet, centre, tête Kolasinac. Dimitri Payet tête, Kolasinac. Alors peut-être. Parce que c'est Mais pas, ça fait longtemps, je trouve. C'est que les Gignac, excusez du peu, qui participera à la prochaine Coupe du Monde. Coupe Excusez du du Monde. peu. Ouais. Contrairement Après à avoir d'autres. aligné l'Italie, effectivement. Mais d'Emerson après, j'ai Palmieri un qui m'a souvenir pas aussi été sélectionné. de Bamba Dieng. Aussi, qui ouais. est- Aussi. Aussi. C'était un samedi. J'étais à Louis II. C'est le un seul match de vendredi. ma vie à Louis II. C'est un vendredi. Ah, C'est un non, vendredi? Samedi soir. Samedi soir. C'est un samedi soir, je crois, Il me ouais. semble que c'était un samedi soir. Samedi soir de septembre, ouais. Ouais. J'aimerais bien que quelqu'un cite l'un des meilleurs joueurs marseillais ce soir-là. Peut-être celui qui l'a abandonné, mon ami marseillais. Harit, Amin ah oui, Harit. Harit, D'ailleurs, Amin Harit. C'est sa deuxième titularisation, premier je match. crois. C'est son Son premier. premier. match. Ouais. Hein. Son nom est revenu dans le Twitter marocain ces derniers jours face au manque Pour faire quoi? de profils offensifs qui Ah, bon, se seraient on va couper. pas. On va couper l'émission. Commence pas. Ça n'appelait pas de réaction, c'était juste une information partagée. Moi, je demande pas. Calme. Il réagit pas, je réagis Ok. pas. Ok. Tous les deux rester en place, que personne ne bouge. On aura du temps pour le prochain sujet de qui reste, qui part. Ou qui Parce revient. que et qui revient, revient. parce qu'il sera dans la boucle. Exactement. Ben, on peut presque faire ça, alors en fonction évidemment de l'actu, mais on peut presque l'imaginer pour la semaine prochaine, un petit point début rigoler, avril hein. de nos nombreux prêts avec option d'achat qui ne seront pas levés parce que on a tenté de mettre des sommes astronomiques sur la tête de joueurs qu'on a prêtés à des clubs qui n'ont pas d'argent. Je suis sûr que qu'on les cite pas tous. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Si on joue au Et jeu je ne meilleur, les ai on pas va tous en oublier. tête. Ah, les gars, il y en a. Je ne sais plus qui est parti définitivement et qui est sous option d'achat. Pour être très honnête, c'est pour ça qu'on va pas le faire maintenant. Moi non plus. Par Derek. exemple, Ismaël Koné, pour moi, était parti. Mais a priori, non. Non, Ismaël Koné est parti. Ah. Il est parti. Non, lui. il est parti. Ils ont levé parti. les fonds d'achat. Ah, ils ont Ah. levé. Ils ont Ah levé, oui, ils ont ça a levé. été levé pour Bakola, avec Bakola. Ouais, ils ont levé. dans le deal. Par contre, il y a Donc, Derek. du coup, Ismaël Koné qui va partir à 30 millions Il y a Derek. cet été. Il y a Faris. Qui Ouais. va mal, a priori. Ouais. Derek, Faris, Nil. Il y a Mopé. Il y a Bah Bamou. oui. Mopé, oui. Nil Il y Mopé. a Ulysse Garcia. Ulysse Garcia. Amine.
Les gars, il y en a. Pour Lopez? Pour Lopez, non. Pour Non, Lopez, lui, c'est bon, fini, je lui. crois. Lui, c'est bon. Pour Lopez, c'est fini. Il avait même Ruben, résilié, je ouais, crois. Ruben Blanco pour Lopez, c'est fini. Une petite, Non, il y en a, les petite gars. liste, hein. Il y a peut-être Alexis Petite- Koum aussi. Eh ben- Non, il y en a, il y en a. Il y en a. Ouais. Verdict quand on fera cet épisode, ça s'annonce Exactement. intéressant. Exactement. Rapide prono. 0-0. Ah, on a dit qu'on signait lâchement pour un nul, mais je peux pas m'empêcher d'espérer qu'on va avoir un peu de joie parce qu'on n'en a pas eu beaucoup, hein, à part la victoire contre Lens et contre Lyon sur 2026. J'ai pas grand-chose en stock, donc est-ce qu'une victoire à Louis II Sans Greenwood, hein, on rappelle. C'est sans ça. Mason Greenwood, mais On avec en avait un a mis Ethan 2 Nwaneri buts, qui a ou mis 3 buts. qui a mis un doublé avec les U23, U21 de l'Angleterre. Et avec un Pierre-Emile Højbjerg qui a le moral dans les chaussettes, peut-être aussi. Qui vit une année 2026 absolument formidable. Il va falloir vite qu'il switch, hein. Il est sur toutes les photos. Ouais. Ça fait de la Et il peine va pour ça jamais fait de la tirer. peine. Alors, il n'a pas été tiré son penalty. Et en même temps, j'ai vu tout le monde tomber sur lui. S'il ne sait pas les tirer, mais Ben, je suis allé voir. C'est tout à son Je honneur. disais au petit, ouais, il a Je tout suis allé dit sur voir ça. combien de pénaltys en carrière il a pris. 10, c'est pas 5. moi j'ai vu compris. 7. Combien il en a Ouais. raté? 6, 5, 6. 3. Ce qui fait un C'est ratio. déjà terrible. C'est un ratio Ah, assez c'est faible. affreux. C'est affreux. Et le dernier qu'il a pris, c'est 2020. Il en a pris un sur les 11 dernières saisons. Donc, à partir de là, pourquoi vous voulez qu'il en prenne d'autres? Ouais. Ah, c'est terrible. C'est tout à son honneur de pas avoir Ce qui tiré. n'excuse pas ses collègues danois d'envoyer ça n'importe Exactement. comment hier. Parce que Rasmus Højlund, il est tiré à Naples, ça l'a pas empêché de rater. Donc, bon. De bien le rater en plus. Mais Ouais, il est bien raté. contre qui jouait déjà la Danemark? République tchèque? La République tchèque. Dont le gardien est sorti un petit peu héroïque de la séance de tir au but. Chapeau. Et Pavel Havelschulk avait mis un sacré but. Et c'est là, c'est ce qui est fou, c'est que je me suis fait la réflexion hier de me dire, ça me fait plaisir de voir ce genre de match. C'est dire si les matchs que je regarde d'habitude, donc essentiellement l'Olympique de Marseille, ne m'en procurent vraiment pas beaucoup. Parce que pour que je sois content de voir devant un Danemark-République tchèque un mardi soir. Après, honnêtement, hier, c'était quand même le gratin de ce que Ouais, franchement, ouais. peut te procurer. Moi, je trouve qu'un match comme ça, sans filet, c'est trop. pour aller ou non en Coupe du Monde, Ouais, c'est équivalent finale de Ligue des Champions, je trouve. Hein, Bah, pour le franchement, coup. ouais, Et c'est peut-être même, c'était une de je mes vais pas meilleures exagérer, soirées. mais je crois que à choisir, je me demande si je préfère pas un match comme ça qu'une finale de Ligue des Champions ou. Ouais, il y a le côté patriote. Pour le jouer, je pense que eux, tu vois bien que tu as le poids d'une nation sur les épaules et tout. Quand ça passe, c'est quand même assez fantastique. Ouais, bah oui, c'est pour ça. Bah, tu vois les images de la Bosnie à 3h du matin sur la place de l'hôtel de ville avec les joueurs et 100 000 personnes qui sont Ah, devant la eux. Bosnie, c'est trop fort, la Bosnie. C'est Mais honnêtement, je sais pas incroyable. si vous avez vu les images de la tour derrière les fumigènes. Mais Ouais. mais t'es italien, tu sais que tu passes pas. Tu sais qu'il va se passer un truc hors du commun Mais c'est pendant le pas match. fait. Tu Et le rouge arrive trop tôt même. Ouais. Oui, parce que tu comprends au rouge. Tu comprends qu'ils vont se faire remonter. Ouais. C'est ça. mais tu restes parce que t'as envie de voir comment. Clément Turpin, on t'a pas beaucoup aimé ces dernières années, mais là, il a tellement t'as pas fait que des mauvaises choses en 2026. Hein. Après, il fallait sortir le rouge. Il ira peut-être pas en vacances en Italie et c'est dommage pour lui parce que ça reste un très beau pays à visiter. Mais ouais, il a été. Après, il vaut mieux être ennemi des Italiens qu'ennemi des Bosniaques, je pense. Tu vois? Aussi, Si tu vois, C'était en Bosnie. Tu vois? C'était un rouge à mettre. Ouais. À choisir. Bon, eh bien messieurs, on se retrouve la semaine prochaine avec, on espère, toujours à minima 3 points d'écart entre l'OM et Monaco. on Tout le espère. mal qu'on Ça souhaite. voudrait dire qu'il n'y a pas de défaite. Et puis chers auditeurs, à la semaine prochaine, on reprend le rythme hebdomadaire, a priori toujours milieu de semaine, comme d'habitude. Merci messieurs. Merci à toi. Et Allez, Merci ciao, ciao. les gars. Ciao, ciao.